Xavier Moreau, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe. Lévy n'avait pas grand-chose à quoi renoncer. Il est nul. Et moi, j'ai du Quels talent. sont les intérêts de la France en mer Noire et en Ukraine? Zéro. Français sans peur, chrétien sans reproche. Ah ben là, c'est un Jean-Luc Il a Mélenchon. une tête de skiller, on dirait un pharmacien de province en pleine constipation. Bon courage, on les aura. Bonjour messieurs, les meilleurs punchlines. Alain, Xavier, bonjour. Vous êtes toujours très bons à écouter tous les deux. Messieurs, comment allez-vous? Ça va. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va? Alors ça va aller bien quand même dans cette émission sur Divergence Politique, puisque on va se poser une question avec un personnage historique que vous connaissez bien tous les deux, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui avait été, alors je ne sais pas en quelle année c'était, qui avait été nommé personne de l'année par le Times. Alors ça, c'était dans une autre période, bien entendu. Hitler y avait eu droit aussi. Hein. Hitler avait été aussi l'homme de l'année du Times à une certaine époque. C'est vrai? Oui, Eh bien sûr. Bon, enfin, je préfère Vladimir Poutine, accessoirement. Alors, on va se poser effectivement la question aujourd'hui. Poutine est-il un exemple pour la France? La France a-t-elle besoin d'un Vladimir Poutine? Xavier et Alain, bon, Xavier, je connais à peu près le sens de ton orientation. On va parler un petit peu avec différents thèmes. On va parler de Poutine. Moi, ce que je considère être un homme du peuple, Vladimir Poutine, c'est un jeune qui vient des milieux extrêmement modestes de Saint-Pétersbourg. Xavier, peut-être tu peux rappeler un petit peu l'historique de l'enfance de Vladimir Poutine, qui n'a pas été une enfance extrêmement heureuse, soyons clairs. Non, C'est un enfant de Leningrad. Hein. C'est un enfant C'est de un enfant, Leningrad. voilà. Il a perdu un frère pendant le siège de Leningrad par les Allemands, qui est considéré comme un génocide en Russie. D'ailleurs, c'est pour ça que quand Poutine compare Gaza à Leningrad, au siège de Leningrad, ça veut dire des choses. Et donc, effectivement, il a une famille très modeste. Cela dit, en Union soviétique, il y avait surtout des familles très modestes. Surtout juste après la Seconde Guerre mondiale, le pays qui était en pleine reconstruction. Donc, il traîne dans les rues de Saint-Pétersbourg, c'est un petit voyou. Et puis le sport, je raconte l'histoire qu'il a racontée lui-même. Le sport le canalise, le judo notamment. Et puis ensuite, il rentre donc il fait des études de droit et il rentre dans la prestigieuse école qui l'amène à la première direction du KGB, puisqu'à l'époque, les services de secret extérieur, qui sont l'élite en fait du KGB, puisque c'est les linguistes, c'est ceux qui partent comme clandestins, non pas immigrés, mais comme pour être des espions dans un pays étranger. Donc ça suppose une parfaite maîtrise de la langue, ça suppose des réseaux, etc. Et donc, il rejoint cette formation et ça va être décisif, je pense déjà pour son comportement. Encore aujourd'hui, le contrôle de soi, le fait de ne pas avoir de fierté mal placée. La fidélité aussi, la fidélité pour pas qu'ils fassent défection. Tu imagines bien qu'ils envoyaient pas n'importe qui, tu vois. C'est vrai qu'Alain, tu as raison. Ça, c'est quelque chose qui caractérise le président russe, c'est qu'il a un cercle de proches autour de lui qui sont des fidèles depuis son enfance, depuis sa jeunesse, depuis son arrivée à Saint-Pétersbourg, donc à Leningrad, à la mairie, puis après au KGB. C'est ça, Vladimir Poutine, c'est la fidélité? En tout cas, il a la réputation, dans une période qui était très troublée, les années 90, d'être quelqu'un qui était fidèle à sa parole. Alors ça, après, je ne sais pas s'il y a une légende ou pas, mais ça doit forcément être un peu vrai. Et on me l'a répété encore récemment par des gens qui ont eu un contact direct avec lui, qui m'ont dit quand il promet quelque chose et qu'il dit quelque chose, voilà, c'est coulé dans le bronze. Et ça, ça fait quand même sans doute une différence avec beaucoup de monde, surtout dans les périodes troublées où souvent la parole ne vaut pas grand-chose, quoi. C'est vrai, d'ailleurs, ça lui a été reproché. Hein. Par exemple, il a été d'une loyauté irréprochable vis-à-vis de Boris Yeltsin et de sa famille, puisqu'on appelait d'ailleurs la famille, puisqu'ils n'ont jamais été inquiétés, alors qu'ils avaient quand même largement tapé dans la caisse. Il a également été, tous les oligarques, en fait, Poutine, au bout de 6 mois d'arriver au pouvoir comme président, il convoque les oligarques, il fait une grande réunion, on trouve ça sur Internet, et il prévient, bon, on ne va pas reprendre ce que vous avez volé dans les années 90, ça a été reproché à Poutine, parce que c'est l'anarchie comme ça. En revanche, vous payez des impôts, vous réinvestissez en Russie, vous ne faites plus de politique. Tout le monde a compris, sauf quelques-uns.
Berezovsky a fini suicidé par le MI6 après avoir fui en Angleterre. Khodorkovsky a fait 10 ans de prison. Et aujourd'hui, il végète à essayer de nourrir une opposition libérale en Russie qui n'a aucun avenir. Et en revanche, des gens comme Potanin, que les gens connaissent moins, lui, il a compris, il s'est retiré. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est les gens qui ont choisi Poutine. Donc, s'ils avaient écouté Poutine aujourd'hui, ils seraient. Alors, Xavier, avant d'arriver vraiment sur justement la prise de pouvoir et justement ses rapports avec l'oligarchie dans ces premières années, restons vraiment sur la jeunesse ou le jeune homme Vladimir Poutine. Le fait, Alain, qu'il vienne d'un milieu extrêmement pauvre ou défavorisé, d'un milieu populaire, on pourrait dire, est-ce que ça change quelque chose dans sa gestion en tant que président? Est-ce que nous, finalement en France, on n'a pas de président qui viennent du peuple. On n'a que des personnes qui viennent de familles assez bourgeoises. Est-ce que le fait de venir d'être quelqu'un du peuple, tout simplement, ça change la perception, la façon d'administrer sa nation? Ça me paraît quand même assez évident sur le. En fait, il y a deux dimensions, parce qu'il y a celui qui vient du peuple et qui finit nouveau riche et très prédateur, par rapport à celui, ça c'est la tradition monarchique, qui étant déjà né riche, ne pense pas systématiquement à voler de l'argent dès qu'il a la signature, donc ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celui qui vient du peuple sait ce que c'est que de manquer, sait ce que c'est que la vie des petites gens. C'est à mon avis la différence, par exemple, avec la manière dont Poutine conçoit la politique et les limites, par exemple, d'un Villepin chez nous, qui a une certaine élégance morale sur la politique étrangère, mais on sent que sur certains sujets, il lui manque le peuple. C'est d'ailleurs ce que disait De Gaulle de Giscard à l'époque aussi. Et ça, c'est quand même... moi qui suis quand même quelqu'un qui vient quand même du marxisme, c'est quand même assez sensible. Moi, je pense qu'on peut quand même se méfier des grands bourgeois qui essayent de parler peuple. Mais comme il ne faut pas être un peu simpliste, on a des tas d'exemples, notamment avec Marcos, de types qui commencent très bas et même dans le combat politique dur, et qui finissent dans la prédation nouveau riche. Donc c'est compliqué. C'est là où on voit où il faut à la fois une sensibilité populaire par le vécu et très structurée moralement par une éducation sérieuse pour avoir un surmoi puissant. Et en fait, il faut donc deux données, et il semble que chez Poutine, il y ait ça par son origine sociale, et puis le surmoi, c'est la femme, je crois, qu'il a pris en main quand il était un petit délinquant, et qui lui a permis de surmonter son défaut sans doute d'autorité paternelle, et qui l'a remis sur les rails. Donc c'est un peu, si on fait de la psychologie, c'est ça, il faut avoir une conscience réelle de ce que c'est que le peuple, mais avoir aussi une très bonne structuration morale. Et ça c'est pas automatique. Souvent, chez les gauchistes ou dans la gauche, on a l'impression que conscience populaire égale structuration morale. On a des tas de contre-exemples. À mon avis, il y a un aspect aussi, notamment dans la Révolution française, par exemple. La différence entre Danton et Robespierre. Je sais bien qu'ici, on n'aime pas trop Robespierre, mais Robespierre est vraiment l'incorruptible, alors que Danton, ça fait partie de ces types qui s'engraissent, qui se servent de la période pour s'enrichir à l'époque des assignats, l'argent anglais, etc., etc. Donc, très important de combiner ces deux qualités, sensibilité populaire fondée au vécu et grosse conscience morale qui forcément vient en général de l'éducation. Xavier ? Je ne conteste pas l'incorruptibilité de Robespierre, je tiens à le dire au passage. Mais oui, moi je pense aussi à un aspect important, c'est la foi. Et comme il l'a raconté lui-même, en fait, Vladimir Poutine fait partie de ces enfants russes qui ont été baptisés en cachette. Alors lui, c'était par sa mère, c'était souvent aussi par les grands-mères. Et donc, et je pense que le fait est que quand on est imprégné de la foi chrétienne, le fait que tout pouvoir vient de Dieu, qu'il faudra rendre des comptes, on a reçu des talents, il faudra, etc., etc. Tout ça, évidemment, il n'y a qu'à voir Vladimir Poutine assister aux offices religieux. Il a assisté à l'office de Pâques dimanche dernier, dans la nuit de samedi à dimanche. Il n'est pas là pour faire plaisir. Déjà, l'office de Pâques orthodoxe, c'est 3-4 heures. Hein. Et donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui y croit. Il croit réellement. Pour lui, c'est une conviction que la Russie doit être un pays multiconfessionnel. Il a beaucoup de respect pour les autres religions
dites traditionnelles en Russie, hein, donc l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Donc je pense aussi, encore une fois, la foi, le fait qu'il sait qu'il aura des comptes à rendre devant Dieu, ça conditionne la vie d'un prince chrétien, c'est incontestable. La foi, c'est quand même c'est la morale. La foi, c'est quand même la fonction sociale de la foi, c'est d'amener à la morale. Ce qui est d'ailleurs souvent un paradoxe chez, tu sais, ce que j'appelle les têtards de bénitier ou chez certains musulmans, tu sais, qui se soucient beaucoup de la forme plutôt que du fond. Jésus disait la lettre plutôt que l'esprit, je crois. C'est qu'en allemand, l'utilité pratique de la religion, c'est quand même d'inculquer une morale. C'est pour ça que quand on l'élimine, même Robespierre se posait la question de la nécessité de l'être suprême. Il voyait très bien qu'il manquait quelque chose dans la Révolution, et on voit bien d'ailleurs qu'avec la Troisième République, où cette question est évacuée totalement au profit d'ailleurs de la maçonnerie, on a ce déficit de morale transcendante. Parce qu'effectivement, pourquoi aurait-on un sens moral au niveau des masses? Je veux dire, si on n'a pas un peu peur de l'enfer et du châtiment divin, ça quand même, ça peut aider. Hein. C'est ce que dit d'ailleurs Vincent Payon sur une religion pour la République, quand il parle de la laïcité. C'est qu'en fait, il se rend compte que la Troisième République se rend compte que les Français sont un peuple extrêmement pieux, que le fait religieux est extrêmement important. Et donc, il se dit, en fait, on ne peut pas se contenter d'interdire la religion catholique, comme ça a été fait quasiment, ou d'essayer de la contrôler. Hein, c'est dès 1789, la constitution civile du clergé. Il faut trouver une solution et la remplacer par autre chose. Donc, et lui, il a trouvé, lui. Hein, c'est le judaïsme. Le judaïsme serait la religion faite. C'est ce que dit Payon. C'est la religion qui serait faite pour la République, en fait. Ouais. Alors, messieurs, ce qui est intéressant aussi dans ce côté populaire du président Poutine, Xavier, toi qui vis en Russie depuis son premier jour à la présidence, depuis 26 ans désormais, c'est que c'est quelqu'un qui est apprécié des Russes. Véritablement, on voit à chacun de ses déplacements, il y a un enthousiasme non fin. Alors souvent, on voit des vidéos de Macron, nous en France, il est hué. Alors les médias essayent de camoufler, de masquer un petit peu les bruits des gens qui le huent ou qui l'interpellent ou qui avec véhémence sur le côté. Vladimir Poutine, c'est pas du tout ça. C'est pas comme Trump, notamment qu'on a vu le week-end dernier aller à un match de MMA qui s'est fait siffler par la salle, etc. C'est quelqu'un dont on sent que les Russes ont envie d'être proches de lui et l'aiment véritablement. Est-ce que encore une fois, c'est cette notion populaire qui le rend, je dirais, perd un petit peu de ses concitoyens? En fait, un ami russe m'avait dit que, et je pense qu'il avait raison, il m'avait dit quand je suis arrivé en Russie, au début des années 2000, il m'a dit en fait Poutine donne l'exemple de ce que les Russes pensent qu'ils sont, comme Yeltsin. Sauf que Yeltsin, c'était le côté du russe fêtard, qui aime bien forcer sur la boisson, qui danse, etc., etc. Et Poutine, c'est le russe réservé, le tchéquiste implacable, le mal alpha par excellence. Et je crois que les Russes ont été contents finalement de voir une autre image d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, si on peut faire un parallèle par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt Trump qui a pris le rôle du bouffon de service, qui était Yeltsin, il faut le dire, à la fin de ces deux mandats. Donc, effectivement, Poutine renvoie une image extrêmement positive des Russes, tels qu'ils veulent se voir, et il est populaire. Il faut le voir. Il a une véritable aura. C'est assez intéressant parce que quand tu regardes les images du début de son, même quand il était Premier ministre ou ensuite quand il est devenu président, c'était pas gagné. Il n'avait pas vraiment de charisme. Il y avait une force qui se dégageait de lui. C'est ce qui m'a attiré en Russie. D'ailleurs, je me suis dit, il faut que j'aille dans le pays gouverné par ce type. Mais petit à petit, en fait, il y a tout son aura qui s'est développé et qui est un mélange de fermeté et de bienveillance. D'ailleurs, il y a un témoin comme Philippe de Villiers qui avait eu la chance de le rencontrer, qui disait que c'était quelqu'un de bon, mais qu'en revanche, dès qu'il s'agissait de la Russie, dès qu'il s'agissait de la souveraineté russe, c'était pas négociable. Et on le voit à plusieurs reprises avec par exemple une aveugle, avec un enfant. Je suis père, j'en ai 5. On voit quelqu'un qui aime les enfants, ça se voit, c'est que c'est pas artificiel. Attention ouais. De le dire. Oui. Parce qu'on en a chez nous aussi qui aiment les enfants, mais un peu trop. Ça donne pas la même chose. Hein. Ils sont pas forcément Poutine et Jacques Lang. Hein.
Effectivement, Xavier, tu as raison. Vladimir Poutine, on le voit souvent. Alors, c'est une voix très douce, mais une main de fer, finalement. Et on le voit souvent quand il accueille notamment des chefs d'État femmes. Il les accueille avec un bouquet de fleurs. Il vient jusqu'en bas sur le tarmac de l'avion, enfin, comment on appelle ça, des escaliers de l'avion. Il est extrêmement attentionné, extrêmement attentif avec les enfants. Souvent, il a des gestes, effectivement, pour les mettre en avant lorsqu'il y a un événement et que les enfants sont forcément plus petits que les adultes pour qu'ils puissent assister à l'événement, etc. Ou toujours être attentif. Tu parlais tout à l'heure. Il ne faut pas oublier quand même aussi... la question parce que Xavier disait Poutine, c'est le mal alpha. C'est vrai qu'il plaît énormément aux femmes, Alain Poutine, oui, mais autant qu'aux hommes. Là, si on se pose la question de Poutine, ce que les gens ressentent, il ne faut pas oublier quand même la réalité socio-économique. C'est qu'il a hérité d'une situation qui, pour le peuple russe, était catastrophique. Et même si ce n'est pas le paradis, il a quand même redressé le pays sur le plan, je dirais, de la qualité de vie quotidienne du peuple russe. Donc, de toute façon... De ce point de vue-là, son bilan est globalement positif, hein, c'est vraiment l'expression. Alors évidemment, chez la bourgeoisie des médias français s'en fout de ça, parce qu'en fait, ils pensent jamais à ce genre de déterminant. C'est ce qui s'est passé au niveau je sais pas, de la médecine populaire, de l'espérance de vie, de la mortalité infantile, de la médecine. Moi, je viens d'arriver ici, donc je suis pas un spécialiste, mais j'ai été très étonné très vite. De choses quand même sont très importantes. Les transports ne coûtent pas cher, la médecine est de très bonne qualité et ne coûte pas cher, quand on voit l'effondrement de la médecine publique en France, par exemple. Et ça, c'est des critères objectifs qui, en dehors de la psychologie, fait que pour le peuple russe, qui ne sont pas forcément les élites de Saint-Pétersbourg et de Moscou qui voyagent à l'étranger, pour le peuple russe, il a amélioré leur situation objective. Donc ça, déjà, en dehors même d'une analyse psychologique, c'est une certitude sur 20 ans. Et ça, c'est vrai que c'est un peu là-dessus que font l'impasse les critiques virulents occidentaux, justement toujours par du psychologisme. Hein, ils essayent toujours... là-dessus, j'aime bien Todd, tu sais, l'école des annales, tu sais. Espérance de vie, mortalité infantile, niveau d'éducation, médecine publique, etc. Et là-dessus, il y a eu un énorme redressement de la Russie sous Poutine, alors qu'après l'effondrement de l'URSS, il y a eu, dans un pays qui était déjà en voie d'effondrement, il y a eu en réalité une accélération de l'effondrement, une explosion des inégalités économico-sociales, etc. Et ça, c'est le bilan globalement positif. J'aime bien cette expression, parce qu'avec... Si on est un peu taquin, on peut la faire également, l'appliquer au stalinisme. Hein. Bilan globalement positif, ça dépend de la lecture de classe qu'on fait, tu vois. Si tu prends celui auquel s'intéressait Tolstoï à la fin du 19e siècle, hein, le moujik, et puis tu regardes ce qu'est on va dire le prolétaire des années 50, avant la mort, on va dire fin 40, on peut imaginer que pour celui-là, il était logique qu'il aille pleurer sur la tombe de Staline. Je veux dire, Staline lui avait fait du bien, tu vois ce que je veux dire. Il avait gagné la guerre, il avait envoyé le premier homme dans l'espace. Oui. C'était pas à son époque, mais c'était... c'est le fruit d'un travail... c'est le nucléaire civil, le nucléaire militaire, c'est... L'industrialisation accélérée, le niveau d'éducation qui était quand même... il en reste encore quelque chose là-dessus. Il y a une petite baisse d'ailleurs. Hein. L'incroyable niveau d'éducation du petit peuple russe, par l'école obligatoire, c'était quand même une des réussites. Et puis surtout, moi j'étais récemment là, comme vous le savez peut-être ou pas, au Kyrgyzstan, c'est une ancienne république soviétique. Je parlais avec des gens là-bas, qui sont des gens de droite. Hein. Je fréquente pas tellement de gens de gauche, paradoxalement, parce que moi je suis d'une gauche assez particulière. Et ils me disaient, il y a quand même une réussite de l'Union soviétique, c'était la fraternité des nations qui composaient cet immense empire. Tu sais, l'absence de haine raciale, parce que c'est un empire compliqué, hein, multiethnique. Et il me disait, et ça, les équipements collectifs, il me disait, au Kyrgyzstan, qui est aujourd'hui qui est un pays officiellement musulman, il me disait, les gens ont globalement une nostalgie de l'Union soviétique pour tout ce que l'Union soviétique a apporté sur le plan des infrastructures, des équipements collectifs et de la mentalité générale. Hein, cette espèce évidemment de fraternité qui chez nous est considérée un peu comme de la colombe, tu sais, de Picasso, qui est considérée comme de la propagande antifasciste, mais il y a un réel bilan positif à ce niveau-là. Et moi j'aime bien... Il y a une phrase de Vladimir Poutine d'ailleurs, Xavier, peut-être tu la reciteras beaucoup mieux que moi.
enfin qui est attribuée à Vladimir Poutine, on ne sait pas exactement si elle a été prononcée, et qui dit celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, et celui qui voudrait la retrouver n'a pas de tête. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Alain, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose pour moi qui m'a frappé. C'est quand il y a eu en 2022, immédiatement, il y a des sanctions qui ont été prises contre la Russie, et donc pour compliquer l'obtention de passeports, de visa, pour que les Russes puissent aller en Europe. Et moi, ce que j'avais vécu depuis 2000, c'est que les Russes prennent des mesures réciproques. Et là, Poutine a dit non, il faut qu'ils puissent continuer à venir en Russie pour voir. Donc, visa électronique, c'est très facile d'obtenir un visa pour venir en Russie. C'est plus compliqué parce qu'il faut passer par un pays tiers qui n'est pas sous sanction. Mais globalement, l'obtention de visa est bien plus facile aujourd'hui qu'elle était avant. Et la Russie, et donc Vladimir Poutine est conscient qu'aujourd'hui, quand on arrive de Paris et qu'on débarque à Moscou, alors on arrive d'une décharge et on arrive dans un endroit propre, un endroit où il n'y a pas d'insécurité, et c'est pareil de Berlin, et c'est ce que tout. Encore une fois, je donne rendez-vous aux fans de Stratpol à la sortie de la messe tous les dimanches à midi. Je vois arriver quasiment tous les week-ends des gens qui viennent visiter Moscou sous mon comment dire mon influence, et alors je dis, est-ce que je vous ai menti? Non, c'est incroyable, c'est fantastique, c'est propre, les gens sont gentils, ils sont contents de nous entendre français. Il y a un couple qui m'a dit, quand le patron du restaurant où ils étaient la veille a appris qu'ils étaient français, il leur a payé le taxi pour rentrer à l'hôtel. Donc en fait, on découvre un monde qui est sûr de lui, et pour finir là-dessus, moi quand je suis arrivé en Russie, donc c'était en 2000, et le cabinet pour lequel je travaillais avec de conseil avait de bonnes connexions, et on se rend au ministère des Affaires étrangères pour rencontrer le directeur du cabinet Europe, qui à l'époque était d'ailleurs Monsieur Orlov, qui est devenu depuis entre-temps qui est devenu ambassadeur. Et dans l'ascenseur, donc il y avait un jeune fonctionnaire parfait francophone qui était là, et qui lui était en train de déprimer sur son pays. Il me disait oui, on est une république bananière qui importe ses bananes, c'est une honte, etc., etc. Et ça, je l'entends plus. Le moscovite aujourd'hui, il est fier de sa ville, il est fier d'être russe, et même vous pouvez aller. Moi, il y a pas mal de villes où j'y suis allé, je les ai vues changer, notamment une ville comme Ulyanovsk, mais celle où j'y vais régulièrement à Kaliningrad. D'ailleurs, les habitants de Kaliningrad, ils sont fiers de ce qui est devenu leur région. Ils sont fiers de leur route, ils sont fiers de la côte aménagée, ils sont fiers voilà. Puis ils sont en général. Donc ça, ce que Poutine a rendu, ça n'a pas de prix. Il a rendu à un peuple d'élite sa fierté. Et ça, évidemment que. Tu vas un peu plus vite que moi dans le programme. Effectivement, on va parler de la remise sur pied de la Russie post-90. Avant ça, on va parler quand même 99-2000, les années de prise de pouvoir. Le pouvoir, pour Poutine, il ne se donne pas, il se prend. Et finalement, c'est ce que Vladimir Poutine a fait. Comment on peut juger son arrivée? Alors là, on a une petite vidéo de ces premiers mois où sa fameuse vidéo qui a circulé partout, où il a non, Alexis, c'est pas les premiers mois. C'est quand il est devenu Premier ministre entre 2008 et 2012. Ah, pardon. Alors, ceci étant, la vidéo est quand même parlante. Effectivement, dans cette vidéo, il y a Alpag, l'oligarque, pour lui dire de venir signer au pied et surtout de rendre le crayon. Le stylo. Le stylo, voilà. L'arrivée de Vladimir Poutine, c'est la remise au pas, justement, de toutes les forces non politiques qui gouvernaient ce pays, non? Moi, j'ai écrit un texte qui essaye de résumer tout ça dans mon dernier livre, là, Plus contumeur, qui s'appelle Poutine et les oligarques, où j'essaye, je commence par dire je n'y étais pas, mais voilà comment ça s'est passé, et j'explique comment il y a eu je dis comment un type qui aurait pu se contenter d'être malin et habile a choisi de devenir un grand homme, un personnage historique, puisqu'en fait, si je résume, les oligarques, à un moment donné, lui ont donné le pouvoir pour qu'ils assument leur sécurité. Parce que ces oligarques, une fois qu'ils ont pillé le pays, c'est le problème des voyous, c'est qu'après, il y a les voyous qui veulent voler les voyous. Et à un moment donné, ils avaient créé un chaos sur lequel ils s'étaient enrichis, mais ils avaient un problème de sécurité. C'était la période où ça butait dans tous les sens. Et en fait, Poutine, à ce moment-là, à Saint-Pétersbourg, avait le profil du type qui pouvait assurer la sécurité par les réseaux qu'il avait de ces oligarques prédateurs. Et c'est eux, en fait, qui lui ont donné les clés de l'armurerie, d'une certaine manière, dans leur idée pour les sécuriser. Et ce qu'a fait Poutine, je simplifie, mais je pense que c'est assez juste, il les a braqués. Et il a dit,
Il a dit c'est rare que les fusils braquent les chéquiers, tu sais, parce que en général, c'est les chéquiers qui financent les fusils. Et ça a changé complètement le destin de la Russie, parce que c'est pour ça d'ailleurs que ces oligarques se sont mis. Je me rappelle justement, je crois, Berezovski qui l'insultait en disant ce salaud, c'est nous qui l'avons fait et tout ça. Il nous a trahis. Mais c'est justement là où il est devenu un grand homme d'État, alors qu'il aurait pu se contenter d'être le flic de Saint-Pétersbourg au service des oligarques de Saint-Pétersbourg. Et en fait, à un moment donné, je pense que ça se passe en une nuit, quelque part. Il se dit, voilà, parce qu'en fait, si Elstine l'a conseillé auprès des oligarques pour prendre sa suite, d'ailleurs, je crois que Poutine a garanti contre cette imprimature à Elstine la sécurité de sa famille qui risquait de gros règlements de compte derrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été fidèle à sa parole et en même temps, on peut lui reprocher de ne pas avoir puni. Mais c'est ce qu'il s'y était engagé. Et c'est là que Elstine lui a transmis le flambeau. C'est parce qu'il assurait la sécurité, non pas de Poutine qui allait bientôt mourir, d'Elstine qui allait bientôt mourir, mais il a été très inquiet pour ses descendants. Et là, on aurait pu dire que la carrière de Poutine s'arrêtait à ce moment-là. C'est avec mes réseaux et mes contacts, qui sont ce qui reste de forces structurées, légales en Russie, police, service, etc., j'assure la sécurité des prédateurs oligarques. Et il les a braqués. Et d'ailleurs, on a une vidéo géniale, hein, c'est cette table où ils sont tous assis. Il définit les nouvelles règles. Et je crois que c'est Khodorkovsky qui lui explique petit con, c'est nous qui t'avons mis là, c'est pas pour que tu nous donnes des leçons, c'est pour que tu nous obéisses. Et lui, il dit rien, il dit en gros rendez-vous la semaine prochaine. Et puis pour Khodorkovsky, il n'y a pas de semaine prochaine. Il le fait arrêter le lendemain matin. Et là, tous découvrent en réalité qu'ils sont très fragiles, même s'ils sont très riches, parce qu'ils peuvent se faire arrêter au petit matin. Et je crois qu'il y a même un épisode, j'espère qu'il est vrai, c'est quand même, il leur donne rendez-vous dans la datcha de Staline, qui est fermée depuis des décennies, je crois. Il leur donne rendez-vous dans cette datcha à faire un espèce de barbecue avec des merguez, un truc très très populaire. Et là, ils sont tous terrorisés parce qu'ils ont cette image stalinienne qui revient. Et la phrase de tous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est-à-dire qu'il y a le moment où ils ont compris qu'ils avaient filé les clés de l'armurerie à un type qui n'allait pas les servir, mais qui allait essayer justement de les remettre à leur place. Et c'est ce moment-là, j'espère que, bon, j'ai pas les preuves, hein, mais je crois, je sais pas si Moreau connaît mieux cette histoire que là, mais c'est ça le moment, je dirais, où Poutine bascule d'un type qui a une opportunité dans une séquence où il est quand même l'homme de main des oligarques de Saint-Pétersbourg, et là, il décide de devenir un grand homme d'État avec les... Et je pense si on faisait un film un jour sur lui, il doit y avoir un moment donné où une nuit entière, il doit, peut-être parce qu'il est religieux, tu sais, un peu comme ça a pu arriver à De Gaulle, par exemple, en disant, voilà, qu'est-ce que va être mon destin? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Ou c'est quand même pas simple. À mon petit niveau, c'est en gros aussi, est-ce que je passe le rideau de fer? Est-ce que j'abandonne tout pour continuer mon combat? Et moi, souvent, j'imagine la nuit où Poutine a décidé de passer de mecs bien en place et malin qui aurait pu se contenter de ça, à grand homme d'État qui rentre dans l'histoire. Je ne sais pas ce qu'en pense Xavier, mais j'aime beaucoup cette idée du moment, de cette nuit, tu sais, de type face à son destin, qui décide d'y aller ou pas, et qui y va. Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout ça, il y a un mûrissement en fait de Vladimir Poutine qui a dû passer donc par son expérience à la première direction du KGB, notamment quand il était en poste en Allemagne. Il a vu l'effondrement de l'Europe de l'Est. Il a braqué des Allemands qui voulaient attaquer on va dire la permanence de la première direction, donc sur l'Allemagne de l'Est. Il a vu la mort de près. Il y a également autre chose d'intéressant, c'est que d'ailleurs j'ai vu que tu avais mis les images à un moment, Alexis. C'est cette interview qu'il donne alors qu'il vient d'arriver à Saint-Pétersbourg comme en gros responsable des relations internationales. Donc il travaille avec Sobchak, qui est un des premiers grands réformateurs russes. Il est le parrain de sa fille d'ailleurs, qui est une libérale, une gauchiste un peu, enfin, pour moi assez limité. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc là, il est interviewé, l'équipe de télé débarque dans son bureau et voit qu'il n'y a plus le portrait de Lénine. Et donc, le journaliste, on est encore en URSS, on est à la fin, juste avant la fin de l'URSS, fin 91. Et il dit, mais pourquoi est-ce que vous avez retiré le portrait de Lénine? Alors à l'époque, tout le monde retire le portrait de Lénine. Et lui, il dit, écoutez, moi j'ai une approche de ça tout à fait rationnelle et apaisée. J'ai lu tous les classiques du communisme, Marx, Lénine, etc., etc. J'en conclus que ce qu'ils ont fait de nous priver du marché est une aberration, et surtout, ils ont placé
fin de 91, sous l'État unitaire russe une bombe. Et cette expression de placer sous l'État unitaire russe une bombe, on l'entend régulièrement dans la bouche de Poutine jusqu'en 2022. Et pourquoi ? Parce que en fait, les bolcheviks arrivent et immédiatement, ils créent ces républiques socialistes soviétiques, notamment d'Ukraine, rassemblant des peuples qui n'ont rien à faire ensemble, la Biélorussie qui n'a jamais existé en tant qu'État, et puis toutes ces républiques d'Asie centrale qui, elles d'ailleurs, sont reconnaissantes parce que la natiogénèse de ces républiques d'Asie centrale où Alain vient d'aller au Kyrgyzstan, eh bien, elle naît grâce au commissaire aux nationalités qui est Staline à l'origine. C'est la mission que Lénine lui a donnée. Et donc, en fait, Poutine déjà, donc, on sait sans aucun doute que fin 1991, il avait compris le mal qu'avait fait la constitution soviétique dans la création notamment de l'Ukraine, la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui rassemblait la Crimée, la Nouvelle-Russie, l'Ukraine centrale, un morceau de la Pologne avec les Galiciens, un bout de Hongrie, c'est d'actualité, un bout de Roumanie, etc., etc. Donc en fait, il a déjà des conceptions. Et ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est une des questions que je lui poserais si je pouvais l'interviewer, c'est de lui demander mais comment est-ce qu'on fait naître une pensée contrariant, comme disent les Anglais, dissidente, alors qu'on est quand même un colonel du KGB. Alors je pense que le fait d'avoir été en poste à l'extérieur, de parler couramment une autre langue, ça aide. Et donc voilà. Et donc ça aboutit effectivement à ce moment où, comme le dit Alain, il prend la décision de dire non seulement je vais accepter la proposition d'Yeltsin. On dit qu'Yeltsin a fait deux grandes choses pour la Russie, c'est Poutine et copier la Ve République, puisqu'en fait, si la Ve République sans De Gaulle, on voit ce que ça donne. La Ve République russe sans Poutine, est-ce que ça aurait été aussi efficace ? Sans doute pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que une des quelques réformes constitutionnelles qu'a fait Poutine, c'est de revenir au sextennat, puisque ce couillon de Chirac nous a fait passer du septennat au quinquennat. Poutine arrive avec une constitution où le président est là pour 4 ans, il met 6 ans pour qu'il y ait une véritable alternance entre le Parlement, le président, etc. Si je peux me permettre, si on revient sur la question des nationalités, si les bolcheviks ont fait ça à l'époque, c'est parce qu'ils étaient c'était pour lutter contre le pouvoir russe, entre guillemets, car je rappelle, la révolution bolchevique est une révolution anti-russe. C'est des Géorgiens, des Juifs, et en fait, cette question des nationalités a un sens à l'époque dans la prise du pouvoir des bolcheviks, qui ne sont pas justement des Russes, et quand on dit des Russes, c'est Moscou, Saint-Pétersbourg, ils viennent d'ailleurs, donc c'est un peu du diviser pour régner et du flatter pour régner. Alors évidemment, après, il y a les conséquences négatives, mais pour les bolcheviks, cette question des nationalités qui paraît être une générosité a un sens très intelligent, très fonctionnel au moment de la prise du pouvoir des bolcheviks, car justement, ce ne sont pas des Russes. Hein. Ils ont besoin d'affaiblir en fait ce pouvoir russe qui est en fait le pouvoir de ces Slaves de l'Ouest, quoi. Donc tout à fait. On retrouve ça dans les textes de Staline que j'ai publié dans mon bouquin Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Notamment Staline, quelles que soient les montées des nationalités, puisque en fait la politique suivie par les bolcheviks va entraîner une montée des nationalités. C'est aussi les hommes du 19e siècle, le principe des nationalités, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Quoi qu'il arrive, l'adversaire, jusqu'à peu près en 1932, reste le chauvinisme grand russe. Et puis après, je pense qu'il y a un déclic chez Staline qui se dit, on va arrêter avec ces âneries, j'ai besoin d'avoir un État central qui fonctionne, j'ai besoin de mobiliser les forces, parce qu'il voit l'arrivée, en plus, Hitler arrive, Staline a lu Mein Kampf, il connaît le projet pour l'Europe de l'Est, donc il sait qu'il va falloir s'appuyer sur ce qui marche. Et ce qui marche, c'est l'État centralisateur, quand on voit la taille de la Russie, ça fait un peu rigoler aussi, mais et avec une langue russe qui est une langue scientifique, qui est une langue littéraire, etc. Donc toute l'ukrainisation forcée, notamment, qu'on observe, qui est très bien racontée par Kravchenko, donc le dissident qui publie J'ai choisi la liberté en 1946, qui dit qu'il y a à Kharkov l'imposition par Staline de la langue ukrainienne, ça paralyse l'apprentissage en fait des sciences, etc. Parce que l'ukrainien n'est pas une langue stabilisée. D'ailleurs, c'est les grammaticiens, les grammaristes, grammairiens qui vont, je fais des mélanges entre le russe et le français, qui vont créer la grammaire de la langue ukrainienne. Et puis au début des années 30, Staline se dit on va arrêter ça marche pas. Et donc et c'est pas qu'il va interdire la langue ukrainienne, c'est que finalement il arrête de la rendre obligatoire.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, pardon pour cet aparté, mais c'est ce qu'on observe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire que dès qu'on arrête d'imposer la langue ukrainienne, dès qu'on arrête de mettre des amendes aux gens qui parlent le russe, les gens ils se mettent à parler la langue de leur papa et de leur maman. Oui, mais là je vais refaire mon spécialiste de Staline. C'est ce que tu dis correspond exactement dans ce qu'on appelle d'ailleurs, tu sais, les inversions fonctionnelles. Hein. On lui dit en 36, pourquoi vous faites ce que vous faites en ce moment? Il dit, bah, parce qu'avant, il fallait détruire et maintenant, il faut construire. Tu sais, à un moment donné, tu as une phase de prise de pouvoir qui passe sur la destruction du pouvoir antérieur. Et puis, à un moment donné, tu as la deuxième phase, si tu veux continuer à avancer, bah, ça s'appelle construire. Et donc, tu vois, il gère quand même. Je fais remarquer quand même que Staline est un génie de la politique. Hein. Je pense pas aussi rigolo, que Staline, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que Staline a conscience que l'universalité dans l'URSS, elle est russe. Par exemple, il y a des partis communistes d'Ukraine, il y a des partis communistes du Kazakhstan, il y a pas de parti communiste de Russie, de la République socialiste fédérative de Russie. Le parti communiste à Moscou, c'est le parti de tout le monde. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y a personne pour défendre les intérêts des Russes. En Ukraine, par exemple, ça c'est très intéressant aussi à analyser, avec le pardon qui est fait aux collaborateurs nazis par Khrouchtchev qui voulait plaire à Adenauer. En fait, finalement, le Parti communiste de la République socialiste soviétique d'Ukraine est nationaliste. Il y a des nationalistes bandéristes, des enfants qui arrivent à s'infiltrer. D'ailleurs, on voit à la chute de l'URSS, tous les nouveaux dirigeants à partir du 1er janvier 1992, c'est tous les secrétaires généraux du Parti communiste. Il y a aujourd'hui Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, pardon, c'est le fils d'un type qui a réprimé dans le sang du Parti communiste, donc qui était loyal en plus à Moscou, qui a réprimé dans le sang les soulèvements, on va dire, locaux dans les années 70, je crois. Donc en fait, tous ceux qu'on voit, et il y en a encore qui sont présents, ce sont les héritiers en fait de la direction. En France, ça correspond à ce problème de la défense des minorités qui finit par être contre la majorité. Ouais. C'est un peu ça. Hein, chez nous, ça fonctionne différemment, mais on est dans le même piège, tu sais, c'est qu'à force de favoriser les minorités, c'est au détriment de la majorité, ce qui n'est pas très démocratique, puisque normalement le pouvoir, c'est le pouvoir à la majorité. On a ce genre de problème en France selon d'autres déterminations. C'est vrai que je pense que Maurras avait tort là-dessus. Maurras disait qu'il n'aimait pas la démocratie parce que c'était la dictature de la majorité, mais en fait, bon, il avait pas l'expérience que nous avons, on en a pris pour un siècle en plus. Et en fait, aujourd'hui, on constate que non, la démocratie, en tout cas en France, la République, c'est la dictature des minorités. C'est pas la dictature de la majorité, en fait. Oui. C'est d'ailleurs Bernard Lévy. Cohn-Bendit nous l'avait dit dans une conférence célèbre. Comprenez bien que la démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la majorité sur les minorités, c'est défendre et promouvoir les minorités contre l'oppression, je dirais, pratiquement intrinsèque de la majorité, ce qui est la définition totalement inverse de ce pourquoi nous avons chassé les rois pour faire la République. Hein. On s'est fait un peu avoir. On va continuer le fil de cette émission. Alors, juste avant d'arriver justement au sujet dont Xavier, tu avais commencé à aborder, la question de la remise sur pied économique, militaire, diplomatique de la Russie, on va faire une toute petite transition publicitaire. Restez avec nous. Allez, c'était vraiment court et ça me permet de vous dire que, nous sommes un canal comme le canal alainsoral.com, comme Égalité et Réconciliation, comme nos amis de GPTV, comme TV Liberté et tous les autres. Nous sommes un canal qui ne reposons que sur votre soutien, que sur votre aide. Donc, c'est très important pour nous tous, que ce soit Divergence Politique, que ce soit Égalité et Réconciliation, que ce soit GPTV et tous ceux que j'ai cités. Faites un j'aime, s'il vous plaît, à la vidéo. Partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à nos canaux. Activez la cloche pour avoir justement les notifications sur toutes les émissions. Et puis, si vous voulez nous soutenir, il y a personne d'autre que vous qui le fera. Je vous le dis, on est dépendant de vous. Faites un don, bien évidemment, à Alain Soral, à Divergence Politique. Vous pouvez soit nous faire un don directement par YouTube. Il y a tous les petits boutons qui vous permettent ou bien de vous abonner à la chaîne, ou bien de faire une donation libre en direct, ou bien tout simplement, vous le voyez au-dessus de la vignette, il y a un petit QR code. Avec votre téléphone, vous scannez le QR code. Vous allez arriver sur Stripe
ou sur PayPal. Et puis là, vous faites ce que vous voulez, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, ce que vous pouvez. Mais en tout cas, il n'y a que vous pour nous aider, pour aider l'axe de la résistance. Alain, est-ce que tu veux nous parler un petit peu, justement, on va le mettre en grand. Hop, zut, j'ai fait bugger le truc. Hop, là, voilà, on va te mettre en grand. C'est quoi l'axe de la résistance? Tu veux nous en parler et puis dire comment, justement, on peut te soutenir un petit peu? Moi, c'est simple, c'est qu'à un moment donné, je résiste en France. Après, j'ai quitté la France pour continuer à résister en Suisse parce que ma double nationalité, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est quelque chose qu'avait organisé mon père parce qu'il avait des problèmes dans les années 80, m'a protégé pendant 5 ans de plus des persécutions françaises. Et il se trouve qu'à force de pression, notamment d'une communauté dont j'ai compris que c'était la seule et vraie communauté internationale, c'est-à-dire qu'elle impose sa loi au-delà et au-dessus des frontières, ils ont réussi finalement par un travail de harcèlement qui est leur spécialité, et de chantage et de corruption, à exiger des Suisses qui me punissent pour les mêmes raisons qu'en France. Donc à un moment donné, j'avais échappé à la prison en France, ça s'aggravait puisque j'étais passé de la 17e à la 16e chambre, et récemment j'ai été condamné pour association de malfaiteurs dans un but de soutien au terrorisme iranien, dans cette histoire d'échange de prisonniers, tu sais, qui vient d'avoir lieu d'ailleurs, ce qui fait que je me retrouve le seul à être condamné dans une histoire où on dit que je suis à la tête de la pieuvre iranienne, pieuvre iranienne qui consiste en 3 personnes, dont 2 que je ne connais pas, mais ça serait moi le patron. C'est-à-dire que je suis tellement, comment dire, un espion que je l'ignore moi-même. Tu vois ce que je veux dire? On est dans le. C'est la phase ultime. Voilà, c'est la phase ultime. Et donc, j'étais donc en Suisse pour échapper à la prison en France, parce que là, j'ai un mandat d'arrêt en France, en plus de 7 plus 2 années de prison. On ne sait jamais ce que ça donnerait réellement en vrai, puisque c'est une arithmétique compliquée, mais ça fait plusieurs années, ça c'est sûr, non aménageable. Et là, en Suisse, je prenais pour la première fois, après une condamnation pour la grosse lesbienne qui s'était convertie en bracelet, mais j'avais déjà été condamné à de la prison en Suisse pour la première fois au monde pour homophobie. C'était une première mondiale. Pour ceux qui pensent que la Suisse est une démocratie, c'est assez ambigu. Et là, j'ai repris une condamnation à 5 mois pour provocation à la haine. C'est toujours provocation à la haine, non suivie des faits, tu sais. Je crois que Trividic commence à comprendre ou à faire semblant de comprendre ou à mener toute cette dérive de délit d'opinion où maintenant on arrive à une dictature pure. Pour ceux qui s'excitent, tu sais, sur le stalinisme qui n'existe plus, aujourd'hui c'est en France et c'est en train de passer en Suisse, notamment en Suisse romande. Hein. J'ai un procureur qui s'acharne contre moi. Je suis encore convoqué alors que j'ai quitté la Suisse et que je suis officiellement à Moscou. Et je continue à être convoqué avec mandat d'arrêt en Suisse au mois de mai. Hein. Il y a vraiment... voilà. Donc, moi, je suis parti de l'autre côté du rideau de fer et j'ai quitté le monde libre pour pouvoir continuer mon travail de patriote français et même, je dirais, comment dirais-je, de démocrate européen d'une certaine manière, parce que j'y ai cru, tu sais, c'est le problème des gens comme nous, c'est qu'on a cru à liberté, égalité, fraternité, puisque moi j'ai fait ma scolarité d'abord à la communale, après est allé à Stan, c'est-à-dire que j'ai fait la communale laïque, puis la grande école catholique, ce qui permet d'avoir une double articulation, ce qui n'est pas mauvais. Et malheureusement, j'ai cru à tout ça, et je me rends compte aujourd'hui que pour pouvoir continuer à exercer ma liberté de pensée et d'expression, bien que même la liberté de penser aujourd'hui est attaquée par la loi Yadan, hein, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire condamner parce qu'on devine ce que vous pensez. Il n'y a même pas besoin de dire. Hein. C'est Trividi qui est en train de le dire en ce moment. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne l'ait pas compris. Moi, je l'avais compris dès le départ. Pourquoi ces types qui sont très formés, qui sont des juges, mettent 20 ans de plus que moi pour comprendre où on allait fatalement arriver, tu vois, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui c'est trop, mais il fallait faire barrage dès la loi Guesso, hein, pour moi, et peut-être même avant. Enfin bon, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté du rideau de fer pour pouvoir continuer simplement à exercer ma liberté de pensée et d'expression sur les sujets qui me sont chers, qui sont la France, le salut de la France, et plus largement l'idée qu'on se fait d'une démocratie avancée dont soi-disant l'Occident portait l'étendard, hein. Qui d'ailleurs, paradoxalement, je suis obligé de le reconnaître avec ce qui s'est passé pour ma cagnotte, existe encore par le premier amendement aux États-Unis. Aux États-Unis, j'ai pu sauver ma cagnotte, alors qu'en France, dès que vous faites un truc genre Tipeee, ça saute dans la semaine, sans qu'on vous explique que pour non-respect des règles de la communauté, vous savez ni quelle règle ni quelle communauté, vous pouvez juste essayer de le subodorer.
Sur aux la États-Unis, malgré tout- communauté, tu peux peut-être avoir une idée de qui il s'agit. Oui, oui, mais bon, on m'a dit de ne pas déraper là, donc je vais procéder par périphrase, parce que tu sais, les algorithmes fonctionnent sur des mots-clés, tu sais, alors j'ai Oui. compris qu'il fallait, voilà, il fallait périphraser, mais en tout cas, ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'un type comme Nick Fuentes peut dire 10 fois plus de choses que moi. Ah oui. Alors, ça n'arrête pas les balles. Aux États-Unis, tu as le premier amendement, mais tu as quand même les opérations homo, si tu veux. Hein. Donc, mais chez nous, on est dans une dictature. Et moi, ce que je constate depuis mon arrivée en Russie, c'est quand même une plus grande liberté d'expression. Voilà, je ne suis pas persécuté pour ce que je dis. Même si d'ailleurs ça fait pas forcément s'enthousiasmer tout le monde. Hein. Il y a différents courants politiques ici, hein, c'est assez pluraliste. Mais en tout cas, je ne suis pas immédiatement sanctionné, persécuté pour mon travail critique. Et donc voilà, pour aujourd'hui, si je veux prendre un parallèle en toute modestie, à un moment donné, De Gaulle est parti à Londres pour continuer un certain combat. Et aujourd'hui, c'est pas à Londres qu'il faut aller, sans doute, c'est à Moscou. Clairement. Il y a c'est peut-être d'autres beaucoup endroits au monde, mais en tout cas, Moscou, c'est sûr que c'est un endroit dont, quand on est un patriote français et qu'on est attaché à des valeurs démocratiques dans lesquelles on a été élevé, eh ben, on est obligé de s'expatrier pour continuer à les exprimer. Puis là, je crois qu'aujourd'hui, avec l'affaire de Gaza, avec l'affaire iranienne, avec la loi Yadan, je crois que tout le monde est obligé de comprendre ce qui se passe en France. Et moi, je suis ici pour pouvoir continuer à le dire, car je rappelle, je suis quelqu'un qui n'a jamais ni volé ni tué personne. Je suis multi-condamné à de la prison ferme et en France et en Suisse pour délit d'opinion. Hein. Alors qu'en plus, il y a bien marqué dans la Constitution qu'il n'y a pas de délit d'opinion, selon la loi. Mais on vous dit, ça, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Alors je dis, oui, mais c'est un délit de quoi? Un délit d'opinion. Enfin, je ne sais pas si tu vois la misère tautologique du raisonnement. Alain, il n'y a pas de délit d'opinion à partir du moment où tu dis la même chose que ce qu'on te dit de te dire côté gouvernemental. Alors, on va passer à un autre prix de justesse. Xavier Moreau, toi aussi, tu as des délits d'opinion qui ont été condamnés dans ce... Lui, c'est même pas passé par le tribunal, c'est encore une autre forme, tu vois. Même Staline faisait des procès. Alors l'avantage, c'est qu'on va pas écraser les doigts et péter les dents avant de me condamner. Mais oui, effectivement, c'est. Toi, tu as eu une version rapide. Alors justement, comment on fait pour ne... Alors, on ne peut pas t'aider officiellement, mais comment on fait quand même? Alors, en fait, si vous voulez aider ma famille, ma femme a une cagnotte, a ouvert une cagnotte et on peut coder. Mais je suis en train de mettre en place un système qui sera légal pour que les gens puissent, qui me permettra de rémunérer mon équipe en fait, parce que il y a toute une équipe derrière Stratpol, je suis pas tout seul. Et aujourd'hui, il travaille depuis le 15, depuis moi, en gros le 1er janvier, il travaille gratuitement. Donc, je suis en train de mettre en place un système qui devrait fonctionner d'ici 10 jours, j'espère. Voilà. Et puis, donc, surtout, je contre-attaque en me présentant aux élections locales, hein, l'équivalent des élections municipales sur Moscou et Biélorussie. Et voilà, en faisant de la politique, en fait, puisqu'ils sont venus me chercher, ils m'ont trouvé. Et donc moi j'ai l'avantage par rapport à Alain, c'est que j'ai pas perdu, je risque pas la prison pour l'instant, et j'ai pas perdu mes droits civiques, donc je peux me présenter. Donc je vais utiliser toutes les armes qui sont à ma disposition. Puis un jour ou l'autre, il faudra bien qu'ils aillent soit aller jusqu'au bout, soit finalement qu'ils me donnent raison. Et c'est pas mal, c'est plutôt sympathique pour un nationaliste de se battre pour le rétablissement de l'état de droit en France. Pour la démocratie en gros. Ouais, parce que finalement on est des démocrates, hein, finalement. Ça nous va bien la démocratie, nous. Ouais. En fait, on n'a pas peur. On est beaucoup plus démocrates. C'est pas nous qui faisons le débat. C'est pas nous qui refusons Exactement, le débat. c'est ce que j'allais dire. On est beaucoup plus démocrates que ceux qui nous gouvernent, très clairement. Messieurs, revenons donc sur notre émission. Xavier, tu as parlé tout à l'heure d'un thème important qui était effectivement, et Alain, tu l'as dit, la Russie des années 90, c'était un Far Est, un Eldorado pour tous les gangsters. Le travail de Vladimir Poutine, ça a été cette remise en place économique du pays, cette remise à l'international de la Russie dans le jeu diplomatique, une reconstruction de l'armée russe également. C'est ça la force de Poutine, c'est-à-dire comme un bon chef d'État, de restructurer son pays sur lui-même, à l'opposé de ce qu'on fait nous en France, où on externalise tout à la Chine et où on devient faible.
En fait, faut voir que l'action de Vladimir Poutine dès 2000, elle va dans différentes directions. Donc, on a parlé de la mise au pas des oligarques. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus d'oligarques, hein. Il y a plus de milliardaires qui ont du pouvoir. Il y a des milliardaires. Et par exemple, quand on a demandé à Vladimir Poutine en 2022, puisque tous ces gens qui n'avaient pas écouté Vladimir Poutine, qui avaient mis leur argent à Monaco ou à Nice ou en France, etc., ou ailleurs, ils se le sont tous fait bloquer. Et on a demandé, les yachts ont été bloqués, etc. Et on a demandé à Vladimir Poutine qu'est-ce qu'il en pensait. Il a dit s'ils avaient garé leur yacht à Sochi, ils l'auraient encore. Donc, les sanctions contre les milliardaires russes ont permis à Poutine d'obtenir ce qu'il n'avait pas obtenu. C'est-à-dire que les oligarques, enfin les anciens oligarques devenus seulement milliardaires, reviennent investir une partie de l'argent qu'ils avaient honnêtement volé dans les années 90 en Russie. Donc ça, c'était un effet. D'ailleurs, je pense mais si je peux me permettre, il y a forcément des conséquences ambiguës. C'est que ces gens qui se sont fait geler leurs avoirs en Occident aimeraient sans doute bien un jour les récupérer. Et donc, pour ça, la position politique assez intransigeante de Poutine les emmerde quand même. Et donc, on peut quand même penser que ces gens qui ont quand même toujours le pouvoir de l'argent peuvent espérer un jour un retour à une période où ils pouvaient effectivement jouir de leurs privilèges économiques à Paris, à Londres, etc. Et ça, c'est malheureusement... moi, ce qui me fait un peu peur, parce que parfois c'est un peu peur, c'est qu'il y a quand même des types qui ont un gros pouvoir d'argent et qui sont quand même un peu, je dirais, qui attendent leur heure, où à un moment donné, ils pourront retourner aux années 90 dans leur esprit. Et même si Poutine, je pense, y pense sérieusement, hein, c'est un chef d'État, il y a quand même cette menace, puisque en fait, ces ex-oligarques qui n'ont plus le pouvoir politique, mais qui gardent un pouvoir économique, comme tu le sais, le pouvoir économique est à terme toujours un pouvoir politique. C'est le pouvoir de la corruption, c'est le pouvoir de l'argent. Comme disait Napoléon, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et ça peut être quand même une inquiétude qui amène à un sujet. Poutine a quoi, 72 ou 73 ans, qui est à peu près l'âge à laquelle est mort Joseph Staline. Qu'est-ce qui a été mis en place de pérenne pour empêcher que ces oligarques qui obéissent à Poutine parce qu'ils ont compris qu'il valait mieux obéir, c'est pas leur patriotisme qui fera qu'à un moment donné, ils continueront à obéir à Poutine quand Poutine ne sera plus là, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre ou un groupe structuré pour les obliger à respecter ce principe qui est vous avez le droit de faire de l'argent, mais vous ne touchez pas à la politique. Il est très compliqué d'empêcher quelqu'un qui a de l'argent de faire de la politique. En France et en Europe, on a l'épopée Rothschild qui nous apprend qu'il faut énormément se méfier de ça. Rappelons-nous la phrase du fondateur de l'épopée Rothschild, donnez-moi le contrôle de la monnaie d'un pays et je me moque de savoir qui fait les lois. Et ça, c'est une question que je pose, c'est une question que beaucoup de gens se posent, c'est que deviendra le poutinisme après Poutine, comme qu'est devenu le gaullisme après De Gaulle, ça a amené jusqu'à Sarkozy à la fin, je rappelle, et que devient le bonapartisme sans Napoléon Bonaparte. Tu vois, je mets un peu les pieds dans le plat, mais moi, venant de l'extérieur, c'est un peu mon inquiétude, tu vois. On peut dire deux choses. La première chose, c'est que ce dont tu parles, c'était le pari des Occidentaux. C'est-à-dire, on va mettre des sanctions sur les milliardaires russes parce qu'ils s'imaginaient, comme en fait, c'est pour ça que c'est important les termes. Dans la presse occidentale, on parle toujours des oligarques. Alors que les oligarques, il y en a en Ukraine, des gens comme Kolomoïski, Akhmetov, Pinchuk, même s'ils se battent, ils partent de temps en temps en prison. Effectivement, le poids de l'oligarchie en Ukraine est extrêmement important. Mais en Russie, il n'y a plus que des milliardaires. Et donc, c'est ça la grande erreur des Occidentaux, c'est qu'ils ont mis des sanctions en se disant ça va être comme Paul Ier qui s'entendait trop bien avec Napoléon. C'est les commerçants de Saint-Pétersbourg qui sont venus le tuer. Parce que, en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était faire du commerce à Saint-Pétersbourg avec la flotte britannique qui était le principal acteur. Et même quand il y avait des produits français à Saint-Pétersbourg, c'était transporté par la flotte britannique. Donc oui, ça, c'est tout à fait vrai. L'idée de mettre sous sanction, qui aujourd'hui nous apparaît stupide, mais vient d'une mauvaise analyse de la situation. C'est que sous Poutine, il y a des milliardaires, mais il n'y a pas d'oligarques. C'est-à-dire, dans le sens étymologique du terme, ils n'ont pas de pouvoir. En revanche, c'est vrai que on imagine que quelque part, ils rêvent de revenir au moment de la Yeltsin. Après, il faut regarder de qui s'entoure Vladimir Poutine. Quand on voit quelqu'un comme Belousov à la tête de l'armée,
qui est un espèce de moine orthodoxe totalement dévoué à la patrie et à Dieu. On voit quelqu'un comme Michoustine qui numérise tout pour avoir tout sous contrôle, avec le moins possible de fonctionnaires pour éviter le plus possible la corruption. Et c'est aussi, puisqu'on parle notamment de l'action de Vladimir Poutine, il y a quelque chose qui est nié dans les médias occidentaux, c'est que Poutine a triomphé de la petite corruption. Moi, par exemple, je n'ai pas donné un pot de vin à un flic depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Moi, je peux témoigner que pour mes histoires de visa, etc., j'ai bénéficié pratiquement d'aucun raccourci qu'on pourrait considérer comme illégal. Hein. La loi s'applique assez strictement. Ça m'a permis de découvrir un peu l'Asie centrale. C'était le plan de Medvedev. C'est on va mettre un ordinateur entre chaque citoyen et le fonctionnaire. Alors, en fait, pour rester sur mon sujet, on reste quand même là dans ce qu'on nous décrit, dans un rapport de force entre l'armée et comment dirais-je, l'argent. L'armée et l'argent. On est dans un rapport de force entre l'armée et l'argent où pour l'instant l'armée a un pouvoir supérieur à l'argent. Moi, j'ai toujours peur que l'argent ait un pouvoir de corruption. Mais ça, c'est l'histoire de l'humanité, Alain. Bah oui, mais donc, j'espère, et c'est ça, non mais je dis, c'est les signes qu'il faut guetter dans les années à venir, c'est de voir si l'argent n'est pas en train d'acheter, par exemple, des militaires, tu vois, ou de... ce qui est intéressant... comment il s'appelle je vais répondre à ça. Ce qui est intéressant... Non, mais c'est intéressant parce que, Xavier, ce que raconte Alain, c'est exactement, finalement, l'événement, enfin, la folle journée du samedi, je ne sais plus quel jour c'était, où on a eu Prigojine qui est remonté sur Moscou avec un hubris, une folie, sans doute motivé par... Parce que c'est un homme des années 90 de Saint-Pétersbourg. C'est ce que raconte Alain, finalement. Mais cela dit, ce qui est intéressant par rapport aussi qu'on peut observer, donc j'ai cité quelques personnes qui entourent Vladimir Poutine et qui seront peut-être ses héritiers. Genre, si l'héritier de Vladimir Poutine, c'est Belousov, ça va triquer dur. Hein. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des élections législatives dans quelques mois. Et le Russie Unie, donc, qui est le grand parti derrière Vladimir Poutine, fait la promotion des héros de guerre. Et Vladimir Poutine a décrit ce mouvement-là en disant que désormais, ceux qui devaient être les élus du peuple, c'est ceux qui avaient montré par leur courage sur la ligne de front qu'ils étaient dignes de ça. Donc il y a des... Mais je fais encore une remarque de quelqu'un qui est dans le métier. Il faut que ces héros de guerre qui sont des militaires se forment à la politique, qui est un autre sport. Un sport ils sont formés. Il y a ce qu'on appelle le temps des héros. Donc c'est un cycle de formation qui est donc quand vous êtes repéré, vous êtes à la fois un héros et vous avez quand même un QI à 3 chiffres. Vous êtes pris. Voilà, faut les deux. Et vous êtes pris et vous êtes formé. Mais ça, en plus, c'est général depuis l'arrivée de Vladimir Poutine. Je me souviens, alors il se trouve que je m'entends bien avec le ministre du développement de l'Extrême-Orient russe et de l'Arctique, Alexei Tchekounkov. Et donc, il est parfaitement francophile. Je l'ai interviewé déjà à 2 reprises pour RT en français. Et donc, j'étais à Vladivostok et je lui disais, c'est pas facile de vous contacter, etc. Il m'a dit, Xavier, en fait, j'ai pas le droit de te voir tant que j'ai pas vu le président parce qu'en fait, on est isolé pour pas le contaminer. Donc, il y a une espèce de paranoïa. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y avait une grande table entre Poutine et Macron parce que Macron avait refusé de se faire tester. Alors que les Russes disent, vous pouvez nous tester, vous pouvez tester Poutine, mais je pense que Macron n'avait pas forcément envie qu'on sache ce qu'il avait dans les veines. Ouais. Donc la table était comme ça, mais au même moment, il y avait d'autres réunions où la table était normale. Et donc, il me dit, nous, on est à l'isolement. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait Poutine avec le décalage horaire? Il me dit, il dort pas, parce que comme il repartait après, je sais pas où. Et en revanche, il reçoit. Et je lui disais aussi que j'étais impressionné par le niveau de formation et de capacité de réponse au gouverneur adjoint de la région Amour, qui en plus était donc un jeune qui devait avoir 35 ans à peu près. Je lui posais des questions qui n'étaient pas forcément faciles, notamment le niveau de gazéification, le rôle que jouait une force de Sibérie, donc le gazoduc entre la Russie et la Chine, etc. Et je lui posais des questions qui n'étaient pas des questions pièges dans mon sens, mais il savait tout. Et il m'a expliqué, tu vois là, il va passer, Poutine, comme il est pas là souvent dans l'extrême-orient russe malgré tout, il va recevoir pendant toute la nuit, il va recevoir tous les gouverneurs et les gouverneurs adjoints. Si tu te loupes, tu pars dans le privé.
C'est l'inverse de la France, en fait. Quand tu es nul, tu vas servir l'État. Quand tu es bon, tu pars dans le privé. Et là, en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il m'a dit, en fait, ils se préparent pour cette rencontre avec Vladimir Poutine parce que il va être testé pour ça. Je lui dis, mais quand même, à 35 ans, ils sont quand même brillants, etc. Il m'a dit, cycle de formation. Donc, ça s'appelle la formation présidentielle. C'est un cycle qui dure plusieurs années et il m'a dit, tu peux très bien finir gouverneur même avant 40 ans, si tu es bon. Donc, en fait, il y a une sélection des élites qui rappelle d'ailleurs ce qu'on a un peu connu en France. On a quand même su générer des élites avec les grands concours, etc. C'était le bon côté d'ailleurs de cet esprit un peu révolutionnaire. Méritocratie républicaine. Ouais, méritocratie républicaine, ça avait du bon. Et donc, en fait, il y a une nouvelle génération qui arrive. Et de ceux que j'ai rencontrés, je suis confiant. Voilà. Après, effectivement, comme le dit Alain, le problème, c'est que c'est le diable. C'est-à-dire qu'à un moment, mais pourquoi tu te contentes de ça alors que tu pourrais… Voilà, c'est pour ça qu'il faut créer une élite. Une élite… Allez, messieurs, il nous reste un peu moins d'une heure. Il y en a beaucoup de sujets. Je voudrais qu'on parle aussi d'international. Alors, on va finir sur la question de la Russie, sur Xavier et Alain, ce que vous avez remarqué. C'est contrairement à ce que nous vivons en France, il y a une amélioration de la qualité de la vie ici en Russie. Tu parlais, Alain, tout à l'heure des hôpitaux, de la qualité des soins médicaux. Xavier, tu parles régulièrement dans tes vidéos de tout ce qui est mis, les terrains de jeu qui sont mis à disposition des gens au bas de leur immeuble, les infrastructures notamment sur la route lorsqu'il neige en hiver pour pouvoir déblayer, la propreté, vous en parliez dans les rues. Tout ce qui tu parlais aussi, Xavier, de la petite criminalité, le combat contre la petite criminalité, le coût de la vie, l'amélioration des conditions de vie, les retraites pour les personnes âgées, il y a une amélioration de la qualité de vie en Russie, alors que nous, en France, on est dans une dégradation permanente. Ça a été le gros succès de Vladimir Poutine. Oui, incontestablement. En fait, il faut savoir que chez Vladimir Poutine, contrairement à ce que disait Alain Bauer, 2-3 fois je l'ai entendu raconter ses âneries sur LCI ou ailleurs, il disait oui, Poutine ne s'intéresse pas aux questions économiques, du genre c'est un bourrin, tout ce qu'il veut c'est faire la guerre pour reconstituer l'URSS. En fait, non. Les premières réformes immédiatement, avant même que les oligarques soient domestiqués, c'est des réformes économiques qui sont très libérales, c'est-à-dire une flat tax à 13% pour tous les impôts sur le revenu, capacité avec de créer une entreprise individuelle avec 6% libératoire, avec un chiffre d'affaires qui à l'époque allait jusqu'à 2 millions de dollars potentiel, et une simplification, une numérisation de tout ce qui est de tout ce qui est gestion, etc. Alors c'est pas encore parfait, et quand on compare à la France, c'est il y a pas photo. La simplification fiscale, je me souviens, il y a 20 ans, j'ai pris un crédit pour acheter un petit appartement en France. Et donc, et j'étais payé par une boîte française en Russie. Et je suis arrivé avec une fiche de paye. Fiche de paye, en fait, il y a une ligne. C'est combien tu gagnes à la fin. Voilà, point. Les histoires de brut, de machin, c'est même des choses que les Russes ne les intéressent pas, de savoir combien l'État te prend avec différentes taxes plus ou moins bidons. On sait exactement combien on te prend. La fiscalité est très simple et surtout, elle encourage l'entrepreneuriat. Quand tu payes 6% libératoire, c'est-à-dire que quand tu démarres une boîte, si tu ne gagnes pas d'argent, tu ne payes rien. Enfin, tu payes 6% de ce que tu n'as pas gagné. Donc, alors qu'en France, moi j'ai des amis, je les vois, ils veulent entreprendre, mais ils ont à peine démarré qu'ils prennent déjà l'URSSAF. Voilà. Donc en fait, Vladimir Poutine a créé une économie qui est un peu le paradis de l'entrepreneuriat, voilà. Qui n'est pas parfaite, hein. Il y a des tas de choses qui ne fonctionnent pas, mais qui est très, très simplifiée. Et à côté de ça, il a remis de l'ordre. Donc finalement, il a créé une atmosphère où avant, tu faisais tout pour échapper à l'impôt. Aujourd'hui, tu payes tes impôts parce que déjà, tu regardes par la fenêtre et tu vois où ça va, dans les rues, les écoles, les hôpitaux, etc. Et puis deuxièmement, c'est beaucoup plus fatigant d'essayer de les contourner. Donc, vous mieux payer un petit peu plutôt que de… Donc, voilà. Donc, il y a tout un… Et surtout, il a eu de la chance, c'est qu'il a bénéficié jusqu'en 2008 d'un prix du pétrole qui était élevé. Donc, mais au lieu que cette richesse soit pillée, eh bien, il l'a redistribué, il a investi dans des infrastructures, il a, les routes en Russie, les voies ferrées, les aéroports, c'est tout ce qui a été créé sous Poutine, mais c'est tout simplement,
c'est extraordinaire. On est à un niveau chinois quoi, de modernisation. Là, ils sont en train de continuer la M12, donc qui est une autoroute. Alors, ils précisent en Russie rapide, parce qu'en Russie, tout n'est pas rapide, notamment les trains, mais qui va de Moscou, qui doit à terme aller jusqu'à Vladivostok. Donc là, ils sont en train de la prolonger jusqu'à Tioumen, et ils mettent en place les premiers camions sans conducteur, en test. On en est où, nous, là-dessus là Déjà, si tu mets des camions sans conducteur, ils vont se faire piller. Donc, en Russie, à Moscou, tu vois des livreurs, comme en Chine, tu vois des livreurs Des petits robots automatiques. Aux États-Unis, ils ont essayé. Immédiatement, le truc est renversé, pillé, détruit. Voilà, donc c'est un pays civilisé. Alain, Allez, alors, justement, dernière question. Je voudrais juste finir là-dessus. La première fois, enfin, c'était pas la première fois, mais je me souviens qu'il était venu en Russie un hiver il y a 2-3 ans, on s'était rencontrés, et tu avais fait cette remarque, et dit, on se croirait en Corse. Il y a une certaine, la société est apaisée, il y a une certaine de nonchalance, il n'y a pas de stress. Et moi, la première chose qui me frappe quand j'arrive à Paris, c'est t'es hyper stressé, les gens sont pas contents, il y a rien qui marche, tout le monde tire la gueule. C'est ici, il y a une certaine nonchalance, c'est vrai. C'est toi qui avais fait cette remarque, je me souviens. Oui, puis déjà tu vois pas de tag, ce qui est déjà pas mal. Il y a très peu de violence de rue, parce que je crois que ça doit être d'ailleurs assez réprimé. Hein. Il n'y a pas beaucoup de vols non plus. On est très étonné ici, tu sais, il y a une règle, c'est comme c'est un pays froid et qu'il faut être très couvert. Quand tu rentres dans un restaurant, on n'admet pas que tu gardes ton manteau sur toi. Et tout le monde accroche ses affaires sur une patère. Et moi, le premier truc de français, c'est je vais prendre mon passeport, mon truc, mon machin, je vais tout mettre dans mes poches parce que sinon, je vais rien retrouver. Et moi, à chaque fois, on me dit, Alain, ça ne vole pas ici. Donc, oui, ça, c'est une grosse différence, oui. Les touristes qui vont aujourd'hui à Paris, en plus, les pauvres, ils arrivent à Roissy et ils traversent quand même toute la Seine-Saint-Denis. Eux qui ont l'image, tu sais, du pont Alexandre III et qui se croient encore du temps de, je sais pas pourquoi, Yves Montand et Édith Piaf. Je crois qu'il y a même à Sainte-Anne, tu sais, un département exprès pour les Asiatiques dépressifs, tu sais, les Japonais, asiatiques, qui est tellement. Oui, la France est dans une situation comparée à la Russie en ce moment d'effondrement sur plusieurs plans, notamment services publics. Industrialisation, donc économie, et puis délinquance, violence, et puis même d'ailleurs en dehors de la délinquance, c'est le sentiment d'insécurité, parce que il y a toujours des sociologues qui nous expliquaient que il n'y a pas tant d'insécurité que ça, mais on confond avec un sentiment d'insécurité. Le sentiment d'insécurité, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire que chaque fois que tu sors de chez toi, tu penses que tu pourrais te faire agresser. Donc tu es stressé. Et si tu penses que tu pourrais te faire agresser, c'est qu'il y a quand même des agressions. Donc, de toute façon, les agressions créent un sentiment d'insécurité, et ce sentiment d'insécurité se définit pas par le nombre de coups de couteau par habitant. C'est que simplement, ça veut dire que tu es dans l'angoisse en permanence. Et moi, je parle pour ma famille élargie. Dans des endroits en France où ça n'existait pas... il y a encore, on va dire, 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, il y a des bandes ethniques partout, il y a la drogue partout, il y a de la violence partout. On assiste à des règlements de compte aux armes à feu avec des mineurs, etc., etc. Même dans des coins assez reculés, hein, pas seulement dans la banlieue de Paris, Lyon, Marseille. Hein. Et ça, c'est quand même une situation où la Russie et la France se sont totalement croisées et inversées. Hein. On se rapproche des années 90 russes, nous en France, au niveau du climat. Bon, c'est pas les mêmes gabarits, mais il est certain que la France aujourd'hui ne peut donner de leçons à personne au monde sur tous ces critères, à part la qualité de la bouffe, où si on paye, il y a encore. Ce que je dis, c'est-à-dire LVMH et Top Chef. Les deux secteurs où on est encore performants, et c'est pas très encourageant, parce que c'est des trucs de pays esclaves d'une certaine manière. Ouais, c'est le luxe, donc les putes, et les métiers de service pour les touristes qui ont les moyens, c'est-à-dire le culinaire. C'est quand même pas des signes de pays dominants. Hein. En général, c'est le principe des pays colonisés. Les Algériens sont assez sensibles à ce sujet quand on les compare aux Marocains. Un pays qui est fier de vivre du tourisme, il faut qu'il s'inquiète sur sa position dans l'échelle, si tu veux, de la puissance politique, et donc de la virilité au sens le plus fondamental. Hein, quand ton avenir, c'est de servir le café en souriant à des touristes étrangers, c'est que t'es pas un pays qui est en train de monter dans l'échelle mondiale, quoi. Et nous, aujourd'hui, c'est pratiquement programmé.
Et ça, alors ça, c'est le côté d'ailleurs où on peut être un peu critique de la Russie. Les Russes te courent pas après pour te demander du pognon ou font pas de la surenchère dans les métiers de service, hein. On voit que t'es là, bon, t'es là, il n'y a pas de problème, mais c'est pas comme, tu sais, ils te sautent pas dessus pour te vendre des trucs. Ça aussi, c'est un truc que tu vois dans d'autres pays un peu de misère, tu sais, où t'es une cible, tu sais, pour aller essayer de capter quelques petits billets. Ici, c'est pas du tout la mentalité, hein. On voit que c'est un pays qui est sûr de lui-même. Pas dominateur spécialement, mais sûr de lui-même. Alain, je voudrais te poser une question vraiment pour finir cette partie, cette longue partie qu'on a faite sur la Russie, avant de passer à l'international. Justement, tu sais, en France, on a beaucoup survendu, et ça a été un échec total. Le fameux vivre ensemble, un énorme échec de notre société française. En Russie, on est dans un pays, effectivement, vous l'avez rappelé tous les deux, multi-confessionnel, multi-ethnique. Il n'y a pas de problématique comme nous, on connaît en France. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire ou ce qu'on ne peut pas dire sur YouTube, mais vous aurez compris qu'effectivement, on a quand même une minorité en France qui pose véritablement de gros soucis en termes de sécurité, en termes d'intégration. C'est quoi le secret russe ? Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de quelque chose, nous en France, ou est-ce que finalement c'est trop tard ? Moi, je fais une remarque, c'est qu'il y a beaucoup dans les hôtels, moi que je fréquente, des Tchétchènes. Il faut se rappeler qu'à une époque, c'était quand même il y a eu une guerre largement aussi brutale que notre guerre, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie. Et il y a eu une réconciliation, je ne sais pas si on peut dire nationale ou impériale, puisque le mot nation n'est pas un terme très russe, hein. Il y a eu une réconciliation impériale après la guerre de Tchétchénie qui prouve, pour les gens qui critiquent ma ligne politique, que en tout cas ça existe en Russie. Je veux dire, on a des gens qui aujourd'hui sont attablés à une table voilà, d'écart avec un sourire, alors qu'on pouvait imaginer qu'il y a 20 ans, ils étaient en train de se tirer dessus et de s'égorger. Donc Poutine a réussi ce qu'on peut appeler la réconciliation impériale, hein, avec cette main tendue mais ferme, qui fait qu'on a aujourd'hui Kadyrov qui propose ses services chaque fois qu'on en a besoin. Et ça, s'il y avait un homme fort en France, respectable, puisque le mot respect est un mot très, très important dans les banlieues, là, peut-être que ça serait possible en France pour sortir de ce climat de guerre civile qui est entretenu de tous les côtés, hein, par le RN comme par LFI en réalité, et qui bénéficie à la minorité macronienne, hein. Donc ça aussi, c'est un exemple. Moi, j'ai deux exemples. Là, quand j'étais en Asie centrale, ancienne République soviétique, mais musulmane, les gens d'une gentillesse et d'un accueil incroyable, hein, donc ne pas confondre islam, arabité et délinquance de banlieue. Tu vois, il y a deux glissements successifs, hein. Je rappelle que la majorité des musulmans du monde ne sont pas arabes, hein. C'est important, hein. Indonésie, Malaisie, Asie centrale, etc. Et puis la possibilité, quand il y a un vrai chef d'État respectable, de réussir à réintroduire du respect malgré une guerre civile qui, je le rappelle, participait de l'éternelle volonté de l'Empire anglo-saxon de fracturer ce plus grand pays du monde qui est un empire qui s'appelle la Russie et qui avait donné dans les années 90, en profitant d'un effondrement et d'une faiblesse, les guerres du Caucase, hein. Voilà, il y a toujours un tiers. Ils ont réussi à détruire la Yougoslavie, bon, c'est un autre sujet, selon le même principe. Ils sont en train de travailler d'ailleurs sur l'Iran de la même façon. Ils ont joué aussi comme ça le fameux diviser pour régner, quoi. Il y a des gens qui sont spécialistes du diviser pour régner, qui sont à la tête de la France aujourd'hui et qui sont en train de la détruire. Et puis parfois, il y a des gens qui sont des gens qui ont le potentiel pour incarner une réconciliation. Et moi, je dis, voilà, Poutine, de ce point de vue-là, est un exemple. Et il nous faut, de ce point de vue-là, un Poutine français, si on veut à un moment donné trouver une solution qui soit une solution raisonnable et réaliste, car je ne crois pas, moi, à la possibilité de sauver la France par la Reconquista ou la guerre civile. Je crois que on peut en rêver quelque part, hein, on a le droit de rêver, mais la politique, c'est autre chose. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra trouver le chemin de la réconciliation dans l'honneur et avec le principe de la main tendue mais ferme. Et pour ça, il faudra quelqu'un avec une dimension poutinienne. Je ne sais pas où il est pour l'instant, hein. Je ne pense pas que ce soit... Bardella ?
Non, j'ai pas trouvé encore. Hein. Je cherche, j'ai pas trouvé. Hein. On est d'accord. Xavier, c'est un sujet, on en parlait même hier. Tu te souviens, on marchait dans les rues de Moscou pour aller à ton interview. On parlait de ce sujet de l'intégration française des personnes issues de, comment je peux le dire poliment, issues de parents non français. Voilà, comment on peut faire disons que qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple ? en France, ce sera plus compliqué parce que nous avons des déracinés. Le Tchétchène, il a son territoire qui fait partie de la Fédération de Russie et il est citoyen à égalité avec les Russes. Et ça fait un bout de temps. Et donc, c'est pas nous. En fait, le problème, c'est que quand on a colonisé, notamment l'Algérie, on a donné la citoyenneté aux Juifs, mais pas aux Arabes. Donc, il y a évidemment, ça a laissé un ressentiment, une hostilité vis-à-vis de. On le voit d'ailleurs parmi les pays arabes, ceux qui sont les plus hostiles à Israël. C'est les Algériens sont dans le top 3, quoi. Et donc en fait, ce qui n'a pas été le cas en Russie, qui a intégré en fait avec leur territoire des populations qui sont notamment musulmanes, mais surtout en plus là aussi où Alain a raison, c'est que il y a différents musulmans en Russie. Les Tatars qui sont russes depuis la prise de Kazan il y a 5 siècles sont des Tatars musulmans. Les Tchétchènes sont d'autres musulmans qui eux sont rentrés dans l'empire après une guerre il y a presque 2 siècles. Donc en fait c'est pas la même histoire. Donc déjà il y a pas, j'aimais bien l'expression de Youssef Indy qui disait il n'y a pas de Bougnolistan en fait. Il n'y a pas de Bougnolistan en Russie avec plein de musulmans qui veulent tuer des chrétiens. Il y a des Tatars, il y a des Tchétchènes, il y a des Ingouches qui s'entendent pas avec les Tchétchènes, il y a des Dagestanais qui sont de la République du Daghestan et multiethniques qui s'entendent pas. Dire qu'il n'y a pas de problème avec les minorités, il faut quand même pas exagérer. Il y a quand même un problème notamment de diaspora, notamment la diaspora azérie. D'ailleurs, que les Russes ont réglé assez brutalement l'année dernière, parce que là aussi, il y a du ressentiment, alors que pourtant, c'est les Soviétiques qui ont créé l'Azerbaïdjan. Il n'y avait pas d'Azerbaïdjan avant l'Union soviétique. Donc, il y a de temps en temps des diasporas qui sont également des diasporas mafieuses. On peut dire que la République française a créé l'Algérie aussi, qui n'existait pas telle quelle. En tant qu'État-nation, c'est vrai que... Ça agace, mais c'est pas faux non plus. Hein. Ça agace, mais l'Azerbaïdjan, en tout cas, c'est le cas. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, encore une fois, Aliyev est le fils d'un officier soviétique qui a réprimé dans le sang une révolte locale. Donc voilà, il y a le problème des diasporas, mais parce que l'Azerbaïdjan ne fait plus partie de l'URSS, de la Russie, pardon. Mais à partir du moment où vous êtes des citoyens de plein pied, comme vous êtes aujourd'hui en Tchétchénie, et en plus les Tchétchènes ont gagné des points avec ce qui s'est passé à partir de 2022, quand ils prenaient Mariupol en criant Allah Akbar, les Tchétchènes ont marqué des points dans la... Mais avec le drapeau russe. Ah oui, mais c'est ça. Mais voilà. Donc, parce que nous, en France, par exemple, on a des Français issus de l'immigration qui se prétendent non français et qui arborent des drapeaux de pays dans lesquels ils ne sont pas nés. Mais surtout, ils veulent que ça marche. Par exemple, quelqu'un que je suis pas mal, donc Alain citait Kadyrov, mais il y a aussi Abtiel Aoudinov qui pourrait être un successeur de Kadyrov, donc qui est un général qui à la tête des troupes tchétchènes. C'est qu'il y a quand même une bonne partie qui veulent que ça marche. Ils ont vu ce que ça a donné, près de 10 ans de guerre contre la Russie. Ils voient que c'est pas la solution. Donc ils veulent que ça marche. Il y a aussi un autre aspect. Alors que chez nous, on a à la tête du pays des gens qui se maintiennent parce que ça ne marche pas et ne peuvent se maintenir qu'en produisant du dysfonctionnement. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que ça ne peut pas s'arranger tant que ces gens-là qui sont, on va dire, minoritaires et illégitimes et qui fonctionnent systématiquement sur le diviser pour régner et qui ont une culture millénaire du diviser pour régner. Et on voit bien en ce moment que tout ça commence à se voir terriblement, notamment avec les inversions d'alliances entre LFI et le RN. Je rappelle quand même que c'est des gens qui ont permuté en quelques mois, enfin depuis le 7 octobre, on va dire, ont permuté leurs alliances ou à la fois, ce qui est incroyable, à la fois comment il s'appelle le patron de SOS Racisme, Julien Drey. À la fois Julien Drey fait du Le Pen sans le citer intégralement,
et traite Jean-Luc Mélenchon, qui fait du Julien Drey encore aujourd'hui, comme Julien Drey le faisait il y a encore 10 ans, le traite de nouveau Le Pen. C'est-à-dire on a quand même des gens à la tête du pays sur le plan politique et médiatique, et malheureusement qui ont soumis le judiciaire, qui sont, je dirais, des menteurs professionnels et sans aucune vergogne, parce que on le vit ça en ce moment. Et on peut imaginer que si on avait les mêmes en Russie, c'est ce que je ne souhaite pas, ils auraient les moyens de foutre la Russie en l'air comme à une autre époque, selon les mêmes principes. On a vraiment en France, parce que je vois toi, Alexis, je le sens que tu es très sensible à la question musulmane, mais je le rappelle que même si je valide relativement la question du grand remplacement, qui est aussi un grand métissage, pour qu'il y ait eu un grand remplacement, il faut d'abord qu'il y ait eu un petit remplacement et des grands remplaceurs, tu vois. Tout ça, il ne faut pas confondre la situation actuelle avec une invasion de type sarrasin, tu vois. Ces gens-là, qui aujourd'hui nous emmerdent, ce que j'appelle la délinquance ethnique, ne sont pas venus en France par un processus de conquête guerrière. On les a fait venir. Ça s'appelle le regroupement familial. On les a éduqués dans la haine du français de souche. Hein. Ça s'appelle l'idéologie 80 mise en place par les gens que Mitterrand a fait monter au pouvoir. Français égale colon, collabo, tout ce que tu veux, colon, oui, colon, collabo, raciste, etc. etc. On a vraiment, il y a des gens qui ont construit ce truc-là, et n'oubliez pas, diabolisation intégrale de celui qui incarnait encore une crainte légitime patriote blanche qui s'appelait Jean-Marie Le Pen. Je le rappelle. Tout ça, c'est ce processus de 80 qui a sans doute commencé sournoisement après l'éviction de De Gaulle, ça c'est certain, mais qui a passé un accélérateur, enfin qui a accédé au pouvoir. Parce qu'il y a l'autre jour, il y a quelqu'un qui me disait, ça n'a pas commencé en 80, ça a commencé en 68. Le mec, il veut faire le malin avec moi. Je dis oui, mais le problème de 80, c'est l'arrivée au pouvoir des mecs de 68. Donc 68, c'est l'idéologie. 80, c'est la prise de pouvoir. Hein. C'est ça, les boomers. C'est des types qui ont fait mai 68 et qui après sont ministres de Mitterrand. Hein. Et à partir de là, on a une déferlante de destruction de la France par se diviser pour régner, remplir la France d'halogènes, les éduquer dans la haine de la France. Hein. Et aujourd'hui, effectivement... ce qui est étrange, c'est que c'est ce qu'on appelle le golem, quoi. Hein. Ils se rendent compte que ces gens, à cause de la question palestinienne, leur sont encore plus hostiles qu'ils sont hostiles aux Français de souche, et ils inversent leurs alliances de façon ultra brutale, en disant finalement, nos alliés, c'est le RN, qui est quand même l'héritier du parti de Jean-Marie Le Pen, et le nouveau Le Pen, c'est Mélenchon, qui est quand même la Mitterrandi, qui se prolonge sans changement jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est quand même... d'une violence, d'une malhonnêteté, et surtout, c'est très funeste pour la France. On a quand même une France qui, à cause de ces manipulateurs, est au bord même pas de vraie guerre civile à l'espagnol, où au moins il y aurait un vainqueur. Parce qu'après, les républicains, ils passent les Pyrénées, et puis ils arrêtent de faire chier. Bah si, ils sont venus apporter le gauchisme en France en grande partie, mais après, on a un pouvoir stabilisé, je rappelle, jusqu'en 1975. C'est-à-dire que la guerre civile en France ne sera pas une vraie guerre civile. C'est une guerre civile molle, sans vainqueur. Hein. C'est la merde, quoi. Et bon, et là, quand je pense à Poutine, oui, je me dis, cet immense empire multiethnique, multiconfessionnel aurait des tas il y aurait des tas de possibilités de le fracturer. Il y a des gens d'ailleurs qui n'y renoncent pas, qui sont encore en train d'y travailler et d'y penser. Mais voilà, ça fonctionne. La Russie est quand même un truc qui fonctionne avec un patriotisme, etc. La France était dans une position d'État-nation qui, normalement, était le pays, par définition, où le patriotisme pouvait fonctionner naturellement à plein. Il y a eu un travail, je dirais, de destruction volontaire depuis, ça fait quoi, plus de 40 ans, qui fait qu'on en est aujourd'hui dans une situation de pays fractionné, au bord de la guerre civile. Et... la question, c'est que ce qui a été fait peut être défait, et réciproquement. Mais par contre, je pense que pour remonter la pente, il faudra une continuité de pouvoir avec une vision d'une vingtaine d'années minimum. Hein. Et ce qui veut dire, en fait, qu'il faut, il faut sortir pour ça de la démocratie électorale telle qu'elle nous est imposée. Et ça c'est aspirer effectivement à un pouvoir poutinien. Car je rappelle quand même que
Si la Russie fonctionne aujourd'hui, c'est que Poutine a échappé à l'escroquerie démocratique, qui est d'ailleurs le sujet des Lumières sombres aux États-Unis. Ça, c'est un sujet qu'on pourra aborder. Pourquoi il y a ce sujet-là en ce moment? Parce que certains Américains se disent, pour qu'on puisse rivaliser avec la Chine et la Russie qui se sont libérés de l'escroquerie démocratique, il faut que nous aussi même, on mette en place un système correspondant. Et je pense que c'est ça l'origine de la pensée des Lumières sombres. C'est sortir de l'escroquerie démocratique, qui est une escroquerie, mais qui coûte cher en argent et en temps et en continuité politique. Je ne sais pas ce qu'en pense notre camarade de Xavier, mais je pense que ça peut être une manière d'aborder ce sujet des Lumières sombres. Alors, Xavier, accorde-moi excuse-moi, comme il nous reste un peu moins d'une demi-heure, j'aurais vraiment qu'on aborde le dernier point, ce qui est l'international, qui est un point capital. Alors là, je vais tout mettre sur la table, comme il nous reste une demi-heure. On a ce moment historique où Vladimir Poutine, avec Bill Clinton, Vladimir Poutine pense à un moment qu'il peut y avoir un rapprochement, Xavier, Alain, avec l'OTAN, de la Russie, une entrée de la Russie dans l'OTAN. On a cet autre moment, en fait, qui sont les 70 ans, la commémoration des 70 ans du débarquement, où on voit un Poutine qui est devenu un acteur incontournable à l'international. La Russie est redevenue l'acteur majeur avec les États-Unis, avec la Chine. On a ensuite une fracture qui s'opère véritablement, qui va s'opérer sur ces années 2000 et avec le Maïdan. Et cette guerre que mène l'OTAN à la Russie sur le territoire ukrainien. On le voit à ce moment-là, Xavier, Vladimir Poutine, notamment dans ce discours de Valdai, qui est un discours extrêmement fort, Vladimir Poutine décrit l'Occident comme un État dépravé, comme un État amoral, et il y a... Tu sautes une étape qui est importante. Poutine, pendant 20 ans, a frappé à la porte de l'Europe et de l'Occident avec une offre généreuse de collaboration. Parce que ça, aujourd'hui, c'est occulté. C'est parce que en fait, il a remonté la Russie qu'on lui a mis la porte dans la gueule. En réalité, il a fini par se tourner vers la Chine parce que effectivement, les Occidentaux n'ont fait que refuser ses propositions, l'humilier, lui mentir avec Minsk, etc. Et donc c'est la situation dans laquelle est la Russie aujourd'hui n'est pas de la volonté de la Russie. Tout vient en réalité du camp occidental. On est bien d'accord, Xavier, est-ce que véritablement, il n'y a pas un amour déchu entre l'Occident et la Russie et une fracture peut-être irréversible à partir du Maïdan? Non, il n'y a rien d'irréversible. Il y a plusieurs choses. Déjà, oui, la volonté de s'unir. Alors, je dirais plus à l'Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis. Elle date de l'époque de Gorbatchev. C'était le fameux thème de la maison commune européenne qui a rencontré un certain écho, y compris chez François Mitterrand, mais qui avait peu de chances d'aboutir, puisque les États-Unis étaient la grande puissance dominatrice. Les Russes ont essayé de se rapprocher. Mais pour moi, la rupture, en fait, c'est les bombardements de la Serbie. Et d'ailleurs, il faut écouter dans ce cadre-là des déclarations à sujet de Vladimir Poutine, notamment dans l'interview qu'il a donnée à Tucker Carlson, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'il n'y aura aucune négociation possible et sérieuse avec l'OTAN, que l'OTAN ne va pas être dissoute alors que la menace, elle, a disparu, et que, voilà, simplement, quand ça arrive en 99, donc le Premier ministre, c'est Primakov. Juste après lui, Poutine arrive et la Russie est faible économiquement et ruinée. Donc en fait, pendant 7 ans, on n'entend pas trop la Russie parce que, elle est pauvre et que Poutine, encore une fois, c'est un alpha. Donc quand c'est pas Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron, c'est-à-dire que quand tu es faible, tu la fermes. Tu attends d'être fort pour pouvoir la ramener. Tu t'entraînes. Et donc c'est ce qui se passe pendant 7 ans. Vladimir Poutine ne dit rien quand il y a la première révolution colorée en 2003 en Géorgie. Il dit rien quand il y a la deuxième révolution colorée en Ukraine en 2004. Finalement, il y a ce moment où, à partir de 2007, où la Russie a retrouvé une certaine taille critique qui lui permet qui permet à Vladimir Poutine de prendre la parole, et il espère qu'il va être entendu. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. C'est le fameux discours de Munich en 2007. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas. Ça donne l'année suivante la tentative d'épuration ethnique de l'Ossétie du Sud par la Géorgie, qui échoue. C'est la guerre des 6 jours. Les Russes détruisent l'armée géorgienne. Et donc, on peut dire que c'est le début
on va dire, du retour de la Russie dans son espace, dans ce qu'ils appellent son étranger proche. Malheureusement, la guerre des 6 jours n'est pas une leçon qui a été reçue par les Occidentaux, qui refont en 2014 Maïdan. Et donc, et à partir de là, effectivement, la rupture est consommée. Et aujourd'hui, on a un paradoxe, c'est que finalement, il y a une volonté côté américain, malgré tout, depuis les accords d'Anchorage, de trouver une solution avec la Russie. Et ceux qui empêchent ce rapprochement, ce sont ceux qui bénéficieraient le plus d'une paix en Ukraine, qui pourraient de nouveau compter sur une énergie pas chère, un marché énorme en Europe, une pénétrante vers l'Asie, etc., etc. Donc le problème, c'est que face aux Russes, il y a une idéologie, l'idéologie néoconservatrice. Il y a des lobbies très forts, des lobbies d'armement notamment, qui font que... et puis, il y a cette peur, notamment, qu'on voit très bien du côté de l'Angleterre, qui joue un rôle, notamment Johnson en 2022, qui joue un rôle fondamental. Il y a cette peur de voir ce qui arrivera tôt ou tard, c'est-à-dire que la Russie dominera l'Europe. Mais elle ne la dominera pas militairement, elle la dominera parce que c'est la première démographie, elle a toutes les ressources, et en plus, c'est un pays qui est bien dirigé, au contraire de la plupart des pays européens. Donc, oui, puis aussi à l'époque où se recrutaient les élites... Les futures élites politiques au niveau des universités, il n'y avait plus le marché russe puisque la Russie s'était effondrée et les Américains ont tout ramassé, ce qu'on appelle les Young Global Leaders. Il faut dire que tous les leaders de l'Union européenne aujourd'hui sont des Young Global Leaders, c'est-à-dire des gens qui ont été recrutés à l'époque où ils étaient étudiants pour devenir des serviteurs de la puissance américaine sur une ligne néoconservatrice. Et d'autant plus d'ailleurs qu'à un moment donné, bon, ça vient de changer d'ailleurs, que Trump s'était quand même fait élire sur une ligne qui était plutôt anti-néoconservatrice, et que le pouvoir néoconservateur s'était beaucoup réfugié et avait sanctuarisé l'Union européenne. On en est quand même là, malgré tout. C'est que nous n'avons à la tête de tous les pays de l'Union européenne pratiquement que des traîtres à leur pays, aux intérêts ouest européens, et qui en fait servent... les intérêts américains dans une logique impériale néoconservatrice, parce que logique d'ailleurs à laquelle vient de réadhérer malheureusement Trump. Hein, c'est ce qu'il faut comprendre avec la guerre d'Iran, c'est que la guerre d'Iran ne se comprend pas sur un retour à la doctrine Monroe, mais se comprend sur un espèce de dernier barreau d'honneur de l'impérialisme maritime néoconservateur qui ne veut pas entériner le nouveau rapport de force économique par en fait, ce qui leur reste comme carte dans ce jeu, qui est la surenchère militaire. Ce qui veut dire que ça risque peut-être de mal finir, mais en attendant que ça finisse mal, c'est très dangereux pour tout le monde. Hein, voilà. Bon, là, je suis un peu sorti du sujet, mais à chaque fois, de toute façon, tous les sujets sont liés, quoi. Xavier, Alain, la question que l'on voit peut-être avec cette vidéo, c'est que cette Russie qui à un moment était vraiment proche de l'Europe, de l'Union européenne notamment, qui était proche de l'OTAN, ça ne s'est jamais fait. Or, aujourd'hui, on voit qu'il y a cette fusion entre les grands gouvernants des pays des BRICS, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, désormais de l'Iran, des Émirats arabes unis, en fait de tous ces pays, ce qu'on appelle vulgairement du Sud global, dont fusion, fusion, tu vas un peu fort. Hein. Oui, alors quand tu vois le double jeu que joue l'Inde. Malheureusement, on ne peut pas parler de fusion. Mais par contre, il y a la tentative d'offrir une alternative qui est l'alternative du doux commerce, hein, une alternative raisonnable à ce qui reste encore puissant, qui est l'impérialisme maritime, on va dire, judéo-anglo-américain, qui en ce moment refuse d'abdiquer de son pouvoir qu'il exerçait de manière hégémonique depuis 1945. C'est pour ça que c'est très tendu en ce moment, et tout ça se joue en Iran en ce moment. Mais c'est sûr que normalement, l'avenir, si on est un peu hégélien et que la raison avance dans l'histoire, serait la prise du pouvoir progressive de la logique des BRICS, c'est-à-dire de la multipolarité, sur l'impérialisme maritime on va dire anglo-américain, qui aujourd'hui est dans une pure logique de piraterie, puisque en fait, si on comprend, Trump avait peut-être l'idée de la relocalisation par les droits de douane, etc., c'est-à-dire de relancer l'Amérique sur une logique économique et industrielle, et comme ça ne marche pas, eh ben, il est passé au plan B, qui est la piraterie par la puissance et la menace militaire. Là-dessus, je crois que c'est l'analyse de Todd, d'ailleurs, et ça, évidemment, nous fait
fait tomber le monde dans quelque chose de très aventureux et de très dangereux, qui, je le rappelle, ne vient pas du tout de la Russie, une fois de plus, hein. Je veux dire, le danger du monde aujourd'hui vient d'Israël et des États-Unis, et la Chine comme la Russie sont objectivement des acteurs raisonnables dans ce jeu. Oui, je pense aussi à un rapport au temps qui est différent, c'est-à-dire que c'est un peu le changement, c'est maintenant, hein, de François Hollande. Notamment les systèmes totalitaires veulent tout de suite, hein, construire immédiatement un Reich de 1000 ans, etc. Les Chinois et les Russes se voient dans la durée. Et c'est pour ça que j'ai dit Vladimir Poutine, quand il est arrivé au pouvoir, en fait, il est arrivé en 99 quand il était Premier ministre. Il n'a pas immédiatement voulu se faire passer pour plus fort qu'il n'était. Exactement l'inverse de ce qu'on observe et ce qui est très humiliant pour nous avec Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot. C'est-à-dire qu'ils passent leur journée à mettre des ultimatums, à menacer, alors que la France est un pays pauvre, que l'armée française est l'ombre d'elle-même et que le complexe militaro-industriel produit des prototypes, hein. Donc, encore une fois, Poutine a attendu le moment. La Chine, en 1999, quand son ambassade à Belgrade est détruite, réagit à peine, mais elle garde ça dans un coin de la tête. Et ce qui se passe entre 99 et nos jours, c'est qu'en gros, le PIB de la Chine a pris 1000 milliards de dollars par an. En parité de pouvoir d'achat, la Chine est déjà largement devant les États-Unis. Et donc, si Trump s'est imaginé, et encore une fois, c'est là où on voit ce problème du rapport au temps des systèmes à bout de souffle, si Trump s'imaginait qu'en 4 ans, il allait pouvoir rattraper le retard que les États-Unis ont pris industriellement sur la Chine, c'est absolument pas réaliste. Notamment, moi, j'ai travaillé, j'en ai encore parlé il n'y a pas très longtemps, sur la dépendance du complexe militaro-industriel américain des ressources chinoises, non seulement des terres rares, non seulement des minerais rares, mais également de sous-ensembles que les Chinois sont les seuls capables de produire en masse, donc à un taux raisonnable. S'ils s'imaginaient que par une menace, ça allait marcher, évidemment que ça n'a pas marché. La première grosse défaite de Trump, elle a lieu il y a 1 an, quand les Chinois le soumettent. Les Chinois ils disent, bon, est-ce que c'est comme ça ? On arrête ça, on arrête ça, on arrête ça. Et là, visiblement, Trump découvre à quel point toute l'économie américaine est dépendante de la Chine et que l'inverse n'est pas valable. De la même manière qu'on a découvert, nous, qu'il y avait un certain équilibre dans les années 2000 où, en gros, la Russie dépendait autant de nous comme clients pour ses hydrocarbures que pour les vendre, que nous dépendions de la Russie comme fournisseurs. Et finalement, la Russie se passe parfaitement bien de nous comme clients. On est des mauvais clients en plus, puisqu'on a des caprices, on ne respecte pas les contrats, il y a sans arrêt des forces majeures, etc. Et donc voilà, et je pense que c'est ce qu'est en train de découvrir Trump, c'est-à-dire que c'est ce qu'il a découvert, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, le premier adversaire, il ne pourrait pas l'avoir parce qu'on ne réindustrialise pas comme ça un pays. Ah oui, c'est pour ça qu'il passe à la piraterie, c'est-à-dire c'est ça. Je voulais abonder dans ton sens. Finalement, on se dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais prendre le pétrole vénézuélien. Bon, résultat, on est, je crois, 4 mois maintenant après l'opération Venezuela. Les Chinois. C'est pareil, il n'y a pas de pétrole vénézuélien sans un investissement lourd pour recréer toute l'infrastructure. Les majors américaines ne veulent pas y aller. Les Chinois en achètent toujours. Le peu que les Chinois achetaient, parce qu'en fait, c'était même pas dans le top 10. Les seuls qui ont les moyens de relancer le pétrole vénézuélien, c'est les Chinois. Alors, il faut un accord avec les Américains pour dire, vous investissez, on partage le pognon. Tu vois. Et en fait, ça serait ça le deal, parce qu'en fait, ceux qui ont l'argent, c'est les Chinois. Les Américains, ils ont une fausse monnaie qu'ils arrivent à faire accepter par la menace militaire. C'est encore la seule légitimité de la puissance militaire américaine, qui, je rappelle, coûte beaucoup d'argent, c'est que ça permet derrière de continuer à imposer cette monnaie de réserve qu'est le dollar. Mais on voit bien que c'est en bout de course. Et ce qui se passe en Iran en ce moment est en train d'avoir des dégâts terribles, puisque tous les pays du Golfe sont en train de se rendre compte qu'il faut qu'ils se débarrassent de la fausse protection américaine qui en réalité les met en danger. C'est pour ça que, en fait, il ne faut pas oublier que Trump est à la fois... Il a 3 strates. Il a un gars de l'immobilier qui est quand même un bâtisseur, qui était son côté un peu sérieux à New York. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est un mec qui a monté des casinos, qui a fait faillite d'ailleurs plusieurs fois. Donc on est sur un type de casino. Et après, un type de télé-réalité pratiquement, hein, animateur d'émissions de télé-réalité, où son slogan c'était « T'es viré », tu sais. Son truc, c'est de virer des mecs. Et en fait, on n'a pas vraiment un homme politique formé. Alors il a une espèce d'approche qui peut impressionner au début, tu sais, le coup de poker et puis le chaud et froid, tu sais, de menacer
puis après de dire je fais un deal, tu sais, c'est d'arriver au deal par la menace. Mais en fait, son jeu, maintenant, il était vanté et il a monté très vite ses limites. Et d'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, il passe presque pour un dingue, puisqu'en fait, il fait du chaud et du froid tu sais, sur des cycles de 24 heures, sur des cycles de une journée maintenant, tu sais. Il dit la chose et son contraire en 24 heures. Et ça, pour un type qui est à la tête de, soi-disant, la plus grande puissance militaire du monde, et qui est aussi, depuis le XXe siècle, le phare de l'Occident, qui est considéré comme le phare du monde, il y a quelque chose de très, d'ailleurs, je dirais, de très symbolique. En fait, aujourd'hui, Trump symbolise un certain effondrement de d'Amérique comme symbole d'une hégémonie occidentale, qui d'ailleurs n'inclut pas spécialement la France, hein, il faut être un peu gaulliste, qui est en fin de course. L'Amérique est en train de se ridiculiser aux yeux du monde à plusieurs niveaux, hein. Militairement, un peu, et symboliquement, politiquement. Et de ce point de vue-là, nous, on a Macron, et les Américains, c'est triste à dire, ont Trump, qui est quand même... Donald Trump qui a dit d'ailleurs que Brigitte était une très belle femme. Après avoir encouragé Candace Owen à relayer le travail. Oui, et là, il a dit que Candace Owen était complètement folle et démente, qui racontait n'importe quoi, que Brigitte Macron était une femme magnifique. Alors bon, je sais que. Mais ça, tu sais, c'est les goûts, mais quand même. Enfin, bon, bref, ça, c'est la caricature psychologique du despote. C'est-à-dire le type veut se faire obéir à tout prix. Il a quand même un certain pouvoir et il est dans l'abus de pouvoir permanent, avec un effet catastrophique, alors qu'on voit par exemple en ce moment, je vois des commentaires qui disent « les Chinois et les Russes ne font rien pour l'Iran ». Je dis oui, parce que pour vous, faire quelque chose, c'est faire du Trump ou du Macron. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a perdu le sens de ce que c'est que la temporalité de la politique sérieuse et de la représentation sérieuse du politique. C'est pas De Gaulle se foutait déjà à l'époque quand il disait l'Europe, l'Europe, l'Europe. Là, il s'amusait justement à singer ce que c'était que des hommes politiques ridicules. Et malheureusement aujourd'hui, par le fait des médias de masse et du cinéma américain, on assimile l'homme politique à l'homme politique ridicule. Et quand on est face à un homme politique sérieux comme Poutine et Lavrov, le commentaire du moyen, c'est de dire ils font rien, effectivement, parce qu'ils ne font pas de cirque. Voilà, et ça, malheureusement, oui, c'est l'impact. Justement, revenons sur Vladimir Poutine. La question vraiment que je voudrais vous poser pour finir cette émission, c'est ce discours de Valdai, cette présence de Poutine avec l'orthodoxie. Xavier, tu en parlais, il est extrêmement croyant. C'est cette fracture des valeurs avec l'Occident dégénéré, Xavier, comme tu l'appelles. Est-ce que cette rupture avec l'Occident, entre la Russie et l'Occident, c'est une rupture économique, comme on vient de parler, et d'intérêt militaire et d'intérêt économique, comme on vient de parler depuis 20 minutes, ou est-ce que c'est aussi une rupture des valeurs morales? Les deux, mon général. Ouais, moi, ça me plaît beaucoup parce que Attends, parce que je voulais revenir justement sur parler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une des raisons aussi pour lesquelles la Russie peut pas se permettre d'aller vers l'Occident dégénéré du point de vue des valeurs, c'est que c'est ce qu'avait dit exactement Vladimir Poutine. Dans le Caucase, si on fait passer le manif pour tous, tous les États musulmans font sécession. Donc, pas la manif. Et puis le LGBTisme, c'est pas compatible avec la natalité. Hein, voilà, donc en fait, il y a une rupture, mais après, il y a deux choses. Par exemple, il y a l'aspect business. Les Russes, ils seraient très contents de reprendre du business avec les États-Unis. D'ailleurs, l'envoyé spécial de Vladimir Poutine, Dmitriev, il a fait Harvard. Et ici, l'AmCham, qui est l'association de la Chambre de commerce américaine, ils sont très actifs. Hein. Ils sont pro-Poutine et ils n'ont aucun problème aux États-Unis. Et à la première occasion, comme pour les États-Unis, ça prend 24 heures, le temps d'appuyer sur le bouton au côté américain, ils seront les premiers à revenir et à gagner énormément d'argent. Et nous, on devra demander l'autorisation des Pays-Bas dans 6 mois pour lever les sanctions. Voilà. Donc en fait, ça, du point de vue du business, à la première occasion, tout le business russe va reprendre avec les États-Unis. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut sortir de l'Union européenne, parce que nous aussi, il faut qu'on saisisse l'occasion. On n'en a rien à faire des Pays-Baltes en fait et de la Pologne. On n'en a rien à faire. Nos partenaires, ils doivent s'appeler la Russie, la Chine, l'Inde, pourquoi pas, et les États-Unis. Mais simplement avoir une politique étrangère et commerciale conditionnée par des pays qui n'existent pas, comme les 3 pays baltes, ça va pas du tout. Et les droits de l'homme. Et les droits de l'homme. Ouais. Ouais, enfin moi, ce que j'aime bien dans cette histoire
de politique de Poutine, c'est que ça me fait penser quand même à la gauche du travail, droite des valeurs, même si sur la gauche du travail, on peut toujours faire mieux, mais c'est l'idée qu'on peut articuler une vision économico-sociale moderne et qui tient lieu qui comprend ce que c'est que l'économie, quitte même à utiliser encore un outil marxiste sur le plan critique, hein, de comprendre des paramètres sur il faut que nationaliser tout ce qui est grand, privatiser tout ce qui est petit, hein, c'est ces règles que les Russes ont pu comprendre parce qu'ils se sont pris dans la gueule l'idéologie communiste et l'idéologie libérale coup sur coup dans des séquences historiques assez courtes, hein. Et en fait, il faut sortir aussi l'économie de l'idéologie. Moi, quand on me demande est-ce que vous êtes gauche ou de droite, je dis ça dépend. Il y a des secteurs où il faut être de gauche. Les pompiers, il faut que ce soit de gauche, c'est-à-dire que ce soit pour tout le monde et pas lié au pouvoir de l'argent. Les infrastructures routières, tout ça, c'est du national et c'est de l'étatique. Mais par contre, si vous nationalisez la bouffe, on mange que de la merde. Tu vois, il faut qu'il y ait un patron et un chef dans un restaurant. Donc en fait, l'idée, souvent, c'est arrêter de prendre l'économie pour un espace euclidien, c'est-à-dire plan et isomorphe. En réalité, il y a des secteurs qui sont nécessairement sociaux, des secteurs qui sont nécessairement libéraux. Et ce qu'il faut donc, c'est avoir une approche non pas idéologique de l'économie, mais réaliste de l'économie. Un État stratège, de la verticalité du pouvoir sur tout ce qui est régalien, et puis par ailleurs, laisser le marché, l'entreprise pouvoir fonctionner. C'est cette idée. En fait, ce combat idéologique communiste libéral a fait beaucoup de dégâts des deux côtés d'une certaine manière. Alors qu'en réalité, c'était l'approche de Gaulle de ce qu'on appelait la France, l'économie mixte française, avec le plan. Je rappelle qu'il y avait à la fois le plan et la libre entreprise, et ça donnait quand même en gros les 30 glorieuses, même s'il y a d'autres sans doute causes de cette réussite. Mais c'était à un moment donné sortir l'économie de l'idéologie et réfléchir à ce que demande secteur par secteur. Hein. Et ce que j'aime bien dans la Russie, justement, c'est on peut articuler une certaine modernité économique, technologique, etc. On voit le côté très, comment dirais-je, connecté de la ville de Moscou, et en même temps s'appuyer sur des valeurs traditionnelles, différence des sexes, etc. Or nous, dans notre idéologie progressiste, on liquide l'un par l'autre. C'est-à-dire qu'on estime que le progrès technologique va de pair nécessairement avec le LGBTisme. En réalité, pourquoi associe-t-on progressisme sociétal et progrès technologique? C'est une escroquerie idéologique de coupler les deux. Et même d'ailleurs, ça devient rapidement une aberration. Mais nous, on est dans ce piège-là. On est dans le progressisme abstrait, ce que j'appelle d'ailleurs l'égalitarisme fou dans mon dernier livre. Et ce que j'aime bien chez Poutine, c'est qu'on voit qu'on peut articuler la volonté d'une modernité technique, technologique, et en même temps s'appuyer sur des valeurs traditionnelles, notamment respect de la différence des sexes, le couple qui fait les enfants, la question qu'une société ne peut pas être pérenne s'il y a plus de vieux que de jeunes, pour des tas de raisons, hein, même simplement la question des retraites. Et ça, c'est un chantier intéressant pour justement combattre les idéologues de la radicalité intégrale, d'ailleurs qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, parce que la radicalité libérale produit la radicalité, je dirais, sociale, entre guillemets, ou ce que tu appelles toi de la gauche, tu vois. Une certaine droite abstraite produit une gauche abstraite et réciproquement. En réalité, il faut aller vers le réalisme imposé par le terrain. Et ça, en Russie, on peut dire qu'il y a cette idéologie de synthèse, d'une certaine manière, qui est liée à leur histoire du XXe siècle. Hein. C'est qu'ils ont vu la catastrophe du communisme comme religion, d'une certaine manière, ce que ça a produit, c'est-à-dire une usine à produire des mégots. C'est-à-dire qu'à la fin, le problème, c'est on a l'homme soviétique, mais on a des magasins vides. Hein. Et puis de l'autre côté, nous, on a fait cette propagande inverse, tu sais, que le monde libre, c'est le monde du libéralisme économique, tu sais, cette association perverse, liberté égale libéral, etc., qui donne, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, ce qu'on voit dans les grandes villes américaines, avec des hordes de zombies en état de mort potentiel à l'Oxycontine à cause de la rapacité, je rappelle, de Big Pharma. Donc, toujours cette idée quelque part de troisième voie. Et ce qui est bien, c'est que on oublie aujourd'hui, quand on associe systématiquement Poutine à Hitler ou à Staline, c'est que aujourd'hui, l'opposition dans le monde n'est pas liée à une opposition capitaliste-socialiste. Hein. On est libéral partout. En réalité, on est dans le marché partout. Après, les ajustements se font justement sur le sociétal. Respect de la différence des sexes, comment dirais-je, pouvoir régalien sur certains secteurs,
voilà, les dangers du tout marché, etc., etc. Et ça, le laboratoire russe est intéressant de ce point de vue-là. Tu as raison, Alain, Xavier, tu connais très bien le quartier. C'est cette particularité, cette dualité de la Russie qui est matérialisée à Moscou dans le quartier Biéloruskaya. C'est un quartier d'affaires, donc avec des bâtiments de verre, et au milieu de ces bâtiments de verre, il y a cette petite église orthodoxe qui est vraiment d'une beauté absolue, et ça donne un contraste entre la modernité de la Russie et en même temps ce respect des traditions, des valeurs. Voilà. Bon, Xavier, je ne sais pas si tu veux dire un mot de la fin pour clôturer cette belle émission. Avant que je vous pose la question, est-ce qu'on peut transposer le modèle Poutine à la France? Bah, je crois que ça existait sous De Gaulle. Hein. Ouais. Oui, enfin, on n'y est plus. Une économie planifiée, un État stratège qui s'occupe des infrastructures, qui prend les grandes décisions, et surtout qui tente d'avoir un équilibre. Là-dessus, pour Vladimir Poutine, c'est plus compliqué, mais qui réussit à trouver un positionnement à l'international. La France est une puissance d'équilibre. Le général de Gaulle avait aboli la guerre en nous donnant l'arme nucléaire. Plus personne n'avait envie de franchir nos frontières. Il a fallu attendre Mitterrand et la première guerre du Golfe pour qu'on y retourne. Mais en fait, on a connu une période de paix prolongée. On s'est débarrassé de nos colonies qui nous ruinaient. On s'est doté de l'arme nucléaire. Et je pense d'ailleurs, en fait, c'est aussi ce qui provoque l'hystérie chez les ennemis de la Russie, qu'on peut en trouver en Angleterre ou en Allemagne, c'est que tout le monde sait bien qu'après la guerre en Ukraine, la Russie ne pourra plus être entraînée dans aucune guerre. La Russie a fait la guerre en Ukraine. C'est pour ça qu'ils veulent pas que cette guerre s'arrête. C'est ça qui est tragique. Hein. C'est ça, parce qu'en fait, la Russie est allée en Ukraine parce qu'il y a des Russes à sauver. Voilà, c'est tout ça, c'est aussi simple que ça. Et une fois que cette guerre sera terminée, eh bien, la Russie rentrera dans une immense période de paix parce qu'elle aussi, elle s'est débarrassée de ces populations qui lui coûtaient cher. C'est ce que disait Karaganov d'ailleurs, qui lui coûtaient cher et finalement qui n'étaient pas russes. Et ça s'est plutôt bien passé, comme le soulignait Alain, qui vient de le constater à Douchambé. Donc la Russie, c'est une ère de paix qui l'attend. Et c'est pour cela, là je suis tout à fait avec Alain, c'est qu'ils vont tout faire pour que cette guerre dure le plus longtemps possible, parce qu'en plus, pour eux, l'Ukraine, c'est une plateforme de tir. Bien sûr que c'est l'Angleterre qui va couler les bateaux, les tankers en mer Noire. Bien sûr que c'est l'Angleterre qui organise les survols des pays baltes et de la Finlande par les drones pour taper les ports russes. Mais une fois que la guerre en Ukraine sera terminée, ce sera plus possible de faire ça. Donc, et c'est ça qui est en train de se jouer. Je pense que la Russie est plutôt sur la bonne route par rapport à cette victoire qui ouvrira une nouvelle ère de paix, encore une fois, non seulement en Russie, mais j'espère aussi en Europe. Xavier, Alain, on va finir chacun avec vos livres. Alors Xavier, on va commencer par toi. Ton dernier livre, je l'ai affiché à l'écran, Pourquoi la Russie a gagné. Alors tu en as écrit beaucoup, alors tu vois, voilà. Tu travailles d'ailleurs notamment sur un prochain livre. Hein. Oui, mais en fait, avec ce qui m'est arrivé le 15 décembre dernier, j'ai pris un petit peu de retard. Donc, mais c'est vrai que je continue à travailler régulièrement sur la relation russe. Mais en fait, quand vous n'êtes même pas certain de pouvoir éditer votre bouquin, de toucher les droits d'auteur, puisque aujourd'hui tous les droits d'auteur sont bloqués en France. Les éditions du Rocher, les très courageux éditions du Rocher, m'ont envoyé une lettre recommandée pour me dire qu'ils cessaient de commercialiser Ukraine. Pourquoi la France s'est trompée en 2015. Donc voilà, j'ai d'autres priorités. Tu peux passer chez Contre-Culture, hein, ça peut être une solution. Hein. On a une certaine force de vente quand même. Je le constate. Voilà. Et alors justement, on va passer du côté d'Alain. Alain, toi, ton dernier livre, voilà, je l'affiche à l'écran, Plus contumeur, Texticule 2. Ce sont des petits textes. Oui, ce que j'ai écrit pendant 40 jours où j'étais sous bracelet, qui est un chiffre très symbolique, 40 jours. Et puis sinon, oui, je veux rappeler mon œuvre, parce que souvent on me limite à mes punchlines, Vers la féminisation, qui est quand même un livre que je qualifierais de prophétique. Comprendre l'Empire, qui en est un aussi, je rappelle 2011, Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations. Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité, où j'explique, c'est pas une apologie de l'égalité, j'explique d'où est venu ce processus égalitaire, très français d'ailleurs, et ses contradictions internes. Voilà. Et puis le dernier, effectivement, Plus contumeur, qui sont des textes amusants, parfois profonds, parfois légers,
et qui exprime, comment dirais-je, mon humeur par rapport à ce que je déplore, c'est-à-dire notamment enfin, l'effondrement de la France et derrière elle l'effondrement de ce que j'appelle pas l'Occident, mais c'est-à-dire de l'effondrement de ce qui était, enfin de moi ce qui me hante totalement, le génie de l'Europe, quoi. Et ça, c'est triste qu'on soit obligé de se réfugier en Russie pour continuer à incarner ce qu'on exprime même être l'esprit européen. C'est le, enfin, c'est à la fois mon combat, mais ma souffrance aussi, hein. C'est douloureux, hein. Ah, c'est une vraie douleur, mais ceci étant, rappelons que du départ à Londres du général de Gaulle est arrivé une période aussi dorée pour le renouveau d'autres pays. Donc bon, on peut espérer. Ouais, enfin, attention, il y a eu la parenthèse 45-58 qui a manqué Oui. à De Gaulle pour faire du Poutine. Et n'oublie pas qu'il a été foutu dehors immédiatement après 45 et qu'il n'a pu revenir qu'à la faveur du règlement de l'affaire algérienne parce que d'autres voulaient pas prendre le risque, hein. C'est pour ça qu'ils lui ont filé le bébé, hein. Donc C'est pas faux. c'est une des grandes tristesses, c'est que 58-67, De Gaulle n'a pas eu le temps de faire Poutine, parce que pour ça, il aurait fallu qu'il ne soit pas à colomber les deux églises entre 45 et 58. Et c'est peut-être, si on a du recul sur l'histoire de France, la grande tragédie du gaullisme, c'est ça. C'est qu'il a eu, quand il est revenu déjà en 58, il y avait déjà Bob Dylan qui hantait l'âme des jeunes et qu'il n'était plus compréhensible par la Poutine est jeunesse. arrivé au pouvoir à 48 ans. Oui, De Gaulle, Alors, De Gaulle est né en 1890. Donc, il lui a manqué la séquence 45-58. S'il avait pu être plus et la ne jeunesse. pas se faire virer par la 4e République, qui est quand même une saloperie comparable à la 3e, largement, le destin de la France aurait été changé. Il n'avait plus le temps, et il était déjà trop décalé pour être compris par la jeunesse, qui, je rappelle, criait US Go Home pour le foot dehors en 68, alors qu'il était celui, comme l'expliquait Castro à Cohn-Bendit, qui luttait le plus intelligemment et le plus efficacement contre l'impérialisme anglo-américain, avec l'aide d'ailleurs discrète mais efficace de l'Union soviétique, je le rappelle. Allez, messieurs, on a passé quand même 2 heures ensemble absolument passionnantes. Il y a tellement de choses à dire sur Vladimir Poutine. Je sais que Xavier, je sais qu'Alain, c'est un personnage historique sur lequel vous êtes prolixe. Je rappelle à tout le monde, encore une fois, c'est important, si vous voulez nous aider, que ce soit Égalité et Réconciliation, que ce soit Divergence Politique, que ce soit tous nos partenaires, que ce soit alainsoral.com, eh bien, abonnez-vous, s'il vous plaît, au canal. Faites des j'aime sur les vidéos, partagez-les sur les textes également, sur les articles, sur tout ce qu'il y a qui vous plaît. Partagez-les avec vos amis. Activez, bien entendu, les cloches quand vous êtes abonnés aux canaux, aux différents canaux. Voilà, comme ça, vous aurez les notifications. Et puis, bien entendu, nous n'avons pas le service public pour nous aider. Alain, tu me rassures, le service public ne t'aide pas non plus. Non, le service public me pénalise, car je rappelle, tous les procès finissent toujours par des condamnations fiscales. Il faut oublier que tu fais toujours que payer, hein. Payer. Bon, Stratpol, je suis certain en tout cas que le service public ne t'aide pas non plus. Donc voilà, si vous voulez nous aider à survivre, à continuer le combat, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est faites des dons à Stratpol, à alainsoral.com, à Divergence Politique, voilà. Et si vous le souhaitez, par le QR code, par YouTube, par tous les moyens possibles, aidez-nous à continuer ce combat. C'est grâce à vous qu'on est là. Voilà. Messieurs, merci 1000 fois. Et puis, je vous dis à dans quelques semaines pour un nouvel épisode.